Bien le bonsoir tout le monde. J'ai oublié, pardonnez-moi, c'est pour ça que le timer s'est relancé, c'est que j'ai été mauvais, j'ai oublié de faire la bonne transition au bon moment. Voilà, veuillez me pardonner. Renvoyez un message à ceux qui sont pas encore devant le live là aussi, hein, parce que voilà, ça y est, on a démarré, c'est bon. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'attendez, comme vous le voyez, bonsoir Rémi. Ah bah tu vois, t'es le pro. Eh mais toi, toujours à l'affût. Du coup, voilà, donc on va faire, comme vous le voyez écrit, le débrief de la phase retour de la Ligue des Champions. Et pour ce soir, je vous explique. Oh là là, au moment où je parle, il y a Bilbao qui marque. Pardon, on en parle juste après. J'y reviendrai après parce que avant de parler de Bilbao qui vient de marquer, va falloir que je vous introduise une personne qui vient de débarquer. Salut Timo, salut Isaac, je vous ai vu dans le chat. Avant de démarrer, je veux vous présenter notre nouvel arrivant qui est lillois, mais il fera sa présentation tout seul comme un grand. Je vous laisse avec lui. Voici Paulin. Salut les gars. Bah écoutez, ouais, comme Matt l'a dit, un Lillois a rejoint l'équipe côté Game Time, enfin un deuxième, puisqu'il y en a un autre que vous avez déjà vu en live du nom de Timo. Donc moi je m'appelle Paulin, vous pouvez m'appeler Paolo. Je suis Lillois mais je supporte aussi le Milan AC. Je suppose que vous l'avez deviné au maillot qui est derrière moi. Sinon, à part ça, côté NBA, je suis pas mal les Celtics. Je reviens d'ailleurs d'un petit voyage à Boston qui était pas trop dégueu où j'ai vu trois belles victoires. Et voilà, je suis un peu tous les autres sports aussi, mais pour la faire court, je suis vraiment avant tout fan de foot et de NBA. Et je suis très content de rejoindre Game Time et de pouvoir apporter un petit coup de main à Matt et à toute l'équipe bah, pour les lives futurs à venir. Eh ben c'est parfait. Je te remercie pour cette belle présentation. Oui, bien évidemment, j'en avais parlé. Il était à Boston et il était même, bon malheureusement on y reviendra plus tard dans les lives, il était avec Timo hier soir au stade, voilà, à Lille. Malheureusement ça ne s'est pas hyper bien passé pour eux. Mais comme pour moi, hein, vous le voyez à mon maillot ce soir, on était content il y a une semaine avec Timo qui avait le même maillot que Paolo Paulin. Ce soir, on a des têtes un peu plus tristes. Voilà. Mais en tout cas, on est là quand même. On va débriefer, on va rester objectif. On va essayer de vous partager au mieux ce qui s'est passé. Et moi, je vous annonce, du coup, petit disclaimer, comme je l'ai dit. Vous voyez, il y a un maillot qui est juste là derrière moi. C'est le maillot de Bilbao. Bilbao est en train, en ce moment, de jouer sa qualif chez eux contre la Roma. Sachez qu'à tout moment pendant le live, je disparais, le maillot disparaît et je fais un changement. Le maillot de Liverpool sera derrière et je porterai le maillot de Bilbao. Et c'est pour ça que j'ai crié au début, parce que Bilbao a marqué et mène 1-0. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc avant qu'on commence? Ouais, alors de mon côté, il y a peut-être des petits moments où je vais m'interrompre pendant mes phrases, où je vais couper mon micro rapidement. C'est juste que je suis un peu malade, du coup, il y a moyen que par moment je m'éloigne un peu, je tousse ou je bois de l'eau, mais voilà, sinon rien de spécial à ajouter, hein. Effectivement, on est un peu déçu par rapport aux résultats des équipes qu'on supporte, mais c'est la vie, les parcours ont quand même été beaux, je pense surtout à celui de Lille qui était un peu inattendu. Ouais. Maintenant, il faut apprécier la suite de la compétition. On a encore des très très belles équipes en jeu et je pense que ça n'augure que des belles choses pour la suite. Exactement. Je salue Kenzo qui vient d'arriver dans le chat et avec qui on avait parlé, qui était triste la semaine dernière, mais qui va pouvoir être heureux comme beaucoup de mes amis parisiens. Mais on y reviendra. Restez jusqu'à la fin parce que, voilà, on va vous le dire tout de suite hein, d'entrée. Hein. Ce sera le dernier match et le match de Lille, ce sera l'avant-dernier qu'on traitera aujourd'hui. Normal, on est quoi? On est français. Donc, on garde ces équipes toujours pour la fin. Mais du coup, on a prévu un petit programme. Donc, on va commencer par deux
des matchs qui avaient pour moi et pour toi aussi du coup le moins d'enjeux, mais qui nous intéressaient malgré tout au niveau des points UEFA. On va parler des matchs Feyenoord-Inter et PSV-Arsenal. Pourquoi ils nous intéressaient? Parce qu'en fait, il fallait absolument que les clubs hollandais sortent si on voulait que la France puisse s'assurer, entre guillemets, de pouvoir conserver sa 5e place au classement UEFA. C'est ça. Bah, du coup, je te propose de commencer directement par le match de l'Inter face au Feyenoord. Bon, on savait que l'Inter était parti avec un petit avantage suite au match aller. Et l'Inter a bah, tout simplement assuré au match retour, hein. On sait que c'est une équipe très très solide, une équipe sur laquelle il faut compter pour bah, pourquoi pas se retrouver dans le dernier carré. Bon, on en parlera après, mais la prochaine confrontation sera un peu plus compliquée que le Feyenoord. Mais effectivement, on a encore vu une équipe solide, une équipe sûre de ses qualités, avec un entraîneur qui, pour moi, fait partie des tout meilleurs entraîneurs européens. On en parle trop peu, mais c'est vrai que Simone Inzaghi a toujours fait du super boulot. On l'avait vu à l'époque avec la Lazio et depuis qu'il est à l'Inter, bah voilà, on voit que la patte Inzaghi est bien en place. Il sait tirer le meilleur de chacun de ses joueurs. Et bah, on l'a encore vu hein, sur cette confrontation où pour moi il n'y a pas réellement eu de débat. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à aucun moment l'Inter n'a été inquiété à mes yeux. Je vais te rejoindre là-dessus et puis en fait je vais même dire qu'ils ont été rassurants en fait. Ils ont montré qu'ils savaient sans marquer trop de buts, gérer et jouer une qualification. Voilà parce qu'ils ont gagné 2-0 à l'extérieur. Ils ne gagnent entre guillemets que 2-1 à la maison. Mais je pense que bah, c'est un peu ce que tu disais. Il y avait quand même ce sentiment qu'ils étaient au-dessus, que c'était largement suffisant ce qu'ils avaient à faire justement par rapport à l'adversaire. Un Feyenoord qui, bah, pour toi malheureusement, a sorti l'autre Milan. Voilà. On aurait Ouais. pu avoir le duel milanais, mais on ne l'a pas eu parce que les Milanais de l'AC Milan n'ont pas été assez bons, malheureusement. Mais du coup, bah voilà, les Interistes se qualifient sans trop de soucis. Et oui, si vous vous souvenez, je vous l'ai dit jeudi dernier. Alors, on reviendra sur PSG Liverpool, mais je vous avais annoncé l'Inter en finaliste. Du coup, je reste très confiant au vu de cette double confrontation. Voilà, on sait qu'après c'est le Bayern, mais ça on y reviendra un tout petit peu plus tard. Je sais pas si pour toi ils sont suffisamment entre guillemets favoris pour pouvoir aller jouer une finale. Je peux te laisser dire un mot dessus et ensuite te laisser la main pour enchaîner sur le fameux match Arsenal-PSV. Ouais, bah écoute, carrément. Déjà, effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une confrontation, un derby della Madonnina en huitième, mais effectivement, un certain latéral gauche français a décidé de saboter toute une équipe. J'ai vu Rémi qui l'a précisé dans le chat, hein, Oui, on lui en veut toujours autant. Mais voilà, c'est des aléas. Maintenant, je suis pas forcément déçu dans le sens où Milan est sur une saison un peu horrible et l'Inter, je pense, est largement au-dessus. Déjà qu'on les joue là dans 2 semaines pour la Coupe d'Italie, j'ai peur du résultat qu'on aura, mais ouais, non, l'Inter est largement au-dessus. Pour moi, l'Inter a été en gestion. Effectivement, ils ont gagné que 2-1 à domicile, mais il faut pas oublier que ce week-end, l'Inter joue l'Atalanta. L'Atalanta qui est actuellement, du coup, dans le top 4 de Serie A. oui. C'est une équipe qui joue très très bien, une équipe qui joue au football, avec des joueurs à vocation offensive très très doués, très très forts, entre autres hein, les Lookman, les deux Catalans. On a vraiment une armada offensive qui est assez violente côté Atalanta. Donc ouais, pour moi, l'Inter était en gestion, l'Inter est sûr de ses forces. L'Inter, pour moi, fera partie du carré final. On en parlera peut-être après, mais je les vois battre le Bayern. On a un Bayern un peu, on va dire, en dilettante cette saison. Ils sont forts, mais ils impressionnent pas tant que ça. Exactement. Et c'est vrai que pour moi, l'Inter a toutes les armes pour le faire. Et ouais, pour moi, ça va continuer à avancer. Et ça va être un petit poil à gratter pour les autres grosses équipes restantes dans la compétition. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Et puis bah du coup je vois dans le chat ça nous dit Bayern Inter le duel tard 2010 et ça nous dit aussi Arsenal PSV ça c'est une référence c'est court dimanche versus FC Ronan Next, il y a rien à dire. Alors on va s'attarder rapidement voilà vraiment on va en parler, on va le dire on va prendre même pas 2 minutes je pense sur ce match. Moi la seule chose que je veux dire c'est que bah déjà toi et moi on s'est planté sur la qualif parce que on avait voulu voir le PSV créer la surprise. Ça ne s'est pas passé. Mais moi je tiens à vous dire que jeudi
Je vous ai annoncé le score de cette semaine. Voilà, j'avais dit qu'il y aurait 2 partout. Voilà, moi c'est tout ce que je veux dire comme mot dessus. Si ce n'est aussi que, comme je l'avais dit jeudi, Arsenal a rassuré. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, j'ai eu le prono en disant 2-2. Ils ont créé une surprise, mais pas celle qu'on attendait. Je te laisse la parole sur ce que t'en penses. Bah, y a rien de particulier à dire, hein. Arsenal a vraiment été au-dessus. On a toujours eu l'habitude d'avoir une équipe d'Arsenal qui avait un peu de mal en Europe. Mais là, ils ont vraiment décidé d'écraser le huitième de finale dès le match aller. Il n'y avait pas du tout de suspense. Alors oui, au match retour, on a eu un 2-2, mais je pense que Arsenal a surtout joué à 30-40%. Ils ont vraiment évité les blessures ou évité de trop se fatiguer. Un peu dommage pour le PSV. Le PSV qui avait pour moi de belles intentions. J'ai bien aimé cette équipe cette année. On l'a vu hein, face à la Juve et face à d'autres équipes. Avec un Ivan Perisic qui est revenu d'entre les morts et qui a pas mal marqué durant Oui, la compétition. Mais ouais, non, il y avait pas réellement de débat. Arsenal, j'attends de voir des confrontations contre des équipes un peu plus fortes. Bon, là, ça va venir très très fort. oui. Mais ouais, on aura vraiment un élément de réponse pour moi après le match aller du quart d'Arsenal. Donc, ouais, à Surtout voir que par la suite. Mais pour l'instant, je les classe plutôt en outsider que parmi mes favoris. je te rejoins, mais surtout que comme tu le dis, le match aller va être chez eux. Donc c'est là où va falloir assurer. Va falloir montrer qui tu es. Parce qu'un retour au Bernabeu, on sait tous à quel point c'est compliqué en Europe. Voilà. Ouais. Là, la différence d'un autre stade dont on parlera, où ça commence à s'éteindre un peu cette légende de jouer chez eux au retour. Le Bernabeu, c'est un match où t'as pas envie d'aller jouer au retour. C'est triste. On va y venir un peu plus tard. Parce que justement, l'Atlético avait tout pour passer. Mais on va y revenir. Honnêtement, il faut absolument qu'Arsenal cartonne à l'aller en quart de finale pour espérer quoi que ce soit. Maintenant, après, si on parle juste au niveau du jeu et pas des contextes, pour moi, de ce que j'ai vu, Arsenal est censé être au-dessus du Real Madrid. Pas de beaucoup, mais est censé être au-dessus du Real Madrid. Censé, voilà, on connaît Ancelotti, on sait à quel point c'est un magicien ou un sorcier, peu importe le terme, dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Je le disais hier, je sais plus avec qui j'en rigolais, mais on dirait que cette compétition a été créée par et pour Ancelotti. Le Oui, mec, peu importe la physionomie des matchs, il arrivera toujours à trouver une solution pour se qualifier. Donc on verra ce que ça donne. Après, effectivement, je préfère dans le jeu les intentions qui sont mises en place par Arsenal, qui est un jeu beaucoup plus porté vers l'avant, beaucoup plus offensif, un peu moins dans le calcul que le Real. Mais le Real reste le Real. C'est le club le plus titré de cette compétition et de loin. Il y a une raison, c'est dans leur ADN. Donc faut pas vendre la peau de l'ours trop tôt. Mais effectivement, ça peut annoncer une très belle confrontation que j'ai vraiment hâte de voir. et surtout, tu vois, c'est très mitigé quand même dans le chat, un peu comme nous deux, où on a des avis qui sont là, mais qui ont. Enfin, nous on est plutôt en accord, mais on diffère aussi sur les possibilités. Là, je vois Rémi qui nous dit Arsenal, c'est le genre d'adversaire que le Real kiffe jouer. Ça, je pense qu'on va tous les deux être d'accord dessus. Mais je vois aussi Kenzo qui nous dit Arsenal, je pense très sincèrement que le Real va se prendre une fessée. Le jeu de l'équipe ne ressemble à rien. Et c'est vrai que c'est un peu l'espoir pour lequel, entre guillemets, enfin, la raison pour laquelle tu peux avoir de l'espoir pour Arsenal, c'est que pour moi, dans le jeu, dans ce qu'on a vu de proposer, quand je dis que c'est pas beaucoup au-dessus, c'est par rapport à ce que les équipes sont capables de faire. Maintenant, dans le jeu proposé, Arsenal, pour moi, il y a presque un monde d'écart aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, mais dans le jeu, pour moi, il y a quasiment un monde d'écart. Ah, je suis entièrement d'accord, hein. Je suis d'accord que dans le jeu, ça n'a rien à voir. Le jeu du Real est assez flou. Ils comptent énormément sur leurs individualités. On le voit encore hier, hein. Hier, c'est Mbappé et Vinicius qui principalement débloquaient certaines situations offensives sans pour autant avoir été au bout. Mais le penalty qui est provoqué, bah, c'est encore, on va dire, un petit coup de magie d'Mbappé qui fait un crochet suivi d'un autre crochet et qui va chercher le péno. Maintenant, j'ai vu un autre commentaire, Kenzo, qui disait c'est pas Ancelotti qui trouve une solution, il met juste des stars sur le terrain. Alors, je suis C'est d'accord en exactement ça. partie. Je suis d'accord en partie parce que effectivement, voilà, l'effectif du Real, c'est pas l'effectif de Feyenoord ou de n'importe quelle autre équipe dans cette compétition. Par contre, pour moi, le travail, il est fait en amont parce qu'Ancelotti, on sait très bien comment il est avec ses joueurs. C'est un peu un second papa. C'est vraiment un mec qui est là pour ses joueurs, qui arrive à les mettre en confiance. Et en fait, les joueurs sont
dans une telle confiance et ils savent que peu importe ce qui se passe, ils auront la confiance et l'appui de leur coach. Ça les aide à mieux évoluer sur le terrain et à être meilleurs. Pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, on sait très bien qu'au plus haut niveau, il faut avoir un coach derrière qui fait partie des plus grands. Donc, oui, il met des stars sur le terrain, mais pour moi, tu peux mettre un autre coach et ça peut ne pas fonctionner. Donc, Bien on va sûr. dire qu'il y a une partie du boulot d'Ancelotti qui n'est pas à renier non plus, même si effectivement, c'est les joueurs qui font le plus gros du travail. Et tu Mais vois, je lis dans le chat, il y a un supporter parisien que je salue puisque c'est une des personnes avec qui j'ai beaucoup vu ces derniers jours par rapport aux Pacers, aux Celtics, etc. Voilà. Il dit Arsenal, s'ils veulent à être plus grand, il faudra passer un cap. Pour moi, il faudra qu'ils passent le même cap que le PSG, c'est-à-dire de se solidifier mentalement. Voilà. Je lis aussi Timo qui lui parle beaucoup des blessés et qui dit attention, Arsenal va step up avec le retour des blessés, je l'annonce, et ils vont taper le Real. Moi, je suis plutôt d'accord aussi. Et je vois aussi deux autres choses. C'est Arsenal peut faire mal au Real, surtout quand les stars ne jouent que pour eux et pas en collectif. Après, on attend toujours une aide extérieure pour eux, malheureusement. Voilà. Et Kenzo, qui du coup vient redire, je pense qu'aujourd'hui, le niveau de jeu d'Arsenal et du PSG sont extrêmement proches. Et là-dessus, je pense que sur ce dernier message, moi, je suis plutôt d'accord. ouais, 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 bah, clairement, hein, c'est sûr que le retour des blessés, ça va jouer, hein. Il y a quoi? Il y a Saka qui va revenir. Non, ouais, si, il y a Saka, il y a Timber, Martinelli. Donc, effectivement, on verra un peu ce que ça va donner. Maintenant, je sais pas. En fait, c'est super dur de donner des pronos sur les matchs du Real Bah, c'est parce ça. que cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Tu vois, moi, cette année, je le vois avec Milan. J'ai un des pires Milan que j'ai jamais vu. Sincèrement, je suis presque capable de dire que je prenais plus de pieds quand on avait Carlos Bacca devant. Et pourtant, on a réussi à aller taper le Real chez eux en leur mettant 3 buts. On a Oui, été c'est les vrai. taper 3. Donc, tu vois, c'est ça qui est assez compliqué avec le Real. C'est que tu te dis, ah, ils sont nuls, le jeu, c'est pas terrible. Mais il va toujours se passer un truc qui fera Oui. qu'ils vont sortir de leur poche. Donc, ouais, Arsenal va devoir être solide. Pour moi, il va falloir y aller comme une unité, un bloc complet, tous de la même voie, tous avec les mêmes intentions. Et pourquoi pas faire l'upset, mais ça va quand même être difficile, surtout quand on connaît le passif d'Arsenal en Europe voilà, a toujours eu un peu de mal dans les dernières étapes. Puis surtout, comme on dit, c'est quelle dinguerie qui va encore sauver le Real. Ça va être la grande question du quart de finale. Je te propose qu'on enchaîne. On va le faire un peu aussi encore par bloc de deux, c'est-à-dire qu'on va faire sur le premier puis le deuxième. Les deux autres qui avaient aussi un petit manque d'enjeu. Voilà. On va commencer avec Bruges-Villa. Et ensuite, on passera à Bayern, donc le duel des Allemands. Bruges-Villa, j'étais l'un des rares, si ce n'est le seul, à voir Bruges passer à l'origine. Après le match retour, moi j'avais annoncé Villa, finalement. Et Timo avait changé et avait parlé d'une surprise de Bruges. Bah malheureusement, la surprise de Bruges, c'est qu'ils en ont pris trois et qu'ils n'en ont pas mis un seul. Donc voilà, là je pense quand même que tu vas être un peu d'accord avec moi. On va pouvoir louer la performance de Villa qui a su répondre à mes doutes que j'avais énoncés il y a du coup une semaine et demie, où j'avais dit le problème de Villa c'était peut-être qu'ils partent en tant que favoris. Au final, ils ont pris le statut de favori, ils l'ont mangé normal et ils en ont mis 602 matchs et ils n'en ont pris qu'un. Pour moi, ils ont montré que c'était une équipe qui pouvait être dangereuse. Maintenant, au tour suivant, je ne vois, mais on y reviendra, je vois malheureusement la marche de l'équipe qu'ils affronteront au tour suivant trop haute. Ouais, bah, je suis d'accord, effectivement, on a eu une équipe assez solide de Villa avec des anciens Parisiens en forme. Oui. Je pense entre autres à Asensio hein, qui m'a encore un doublé hier. Je t'avoue que moi, je voyais Villa passer. Alors pourquoi? Parce que Bruges, ce qui s'est passé contre l'Atalanta, c'était un effet de surprise auquel l'Atalanta n'était pas préparé. Pour moi, l'Atalanta n'a pas préparé ce match correctement, enfin, du moins la double confrontation aller-retour. Là où Aston Villa l'a mieux préparé, ils ont vraiment pris note des forces de Bruges. Ils ont réussi à cadenasser les joueurs. Je pense entre autres à Shamseddine Talbi, par exemple, qui est on va dire un peu le métronome au niveau du jeu de Bruges. Ils ont réussi à cadenasser les joueurs importants. Et effectivement, après, bah, devant, ça pardonne pas en fait, Villa. Devant, c'est très efficace. Actuellement, ils galèrent un peu en première ligue. Ils sont huitièmes, mais il faut pas oublier que pendant longtemps, ils étaient dans le top 4. Ouais, C'est une équipe chiante à jouer. En plus,
Il y a le théorème des anciens Parisiens qui fait qu'automatiquement, pour moi, ils étaient qualifiés dès qu'ils ont vu Paris passer. On sait que les anciens Parisiens vont faire du mal à Paris. C'est un théorème qui a été vérifié à de multiples Bien reprises. sûr. Et, bah ouais, voilà, je vois Rémi qui en parle dans le chat, hein. Vu le nombre d'anciens Parisiens, on n'est pas à l'abri, on connaît comment ça finit. Oui, Paris est favori. Maintenant, attention à pas les prendre de haut. Faut pas oublier qu'ils ont un gardien qui est très, 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 Oui. très fort. Je l'ai appris à mes dépens à de multiples reprises, hein, entre la finale de la Coupe du Monde, entre le quart de finale de Conference League face à Lille. Martinez, il aime bien la France, mais la France n'aime pas trop Ne l'aime Martinez. pas. Ouais. Ouais, il va jouer là-dessus, on sait très bien qu'il va faire le show, il va essayer de rentrer dans la tête du public et des adversaires. Donc, euh, donc ouais, on verra ce que ça donne, ça annonce une belle confrontation. Je pense qu'en termes de jeu proposé, ce sera pour moi de tous les quarts la plus belle Oui. confrontation. Deux équipes très offensives, un Paris qui pour moi est l'un des PSG les plus forts depuis 2020. celui de Laurent Blanc, bah même de 2020, pour moi celui de Laurent Blanc à l'époque, il me faisait rêver avec les David Ah, Luiz, mais bien sûr. etc. Ça, c'est clair. C'est une équipe sublime. Et là, je trouve que c'est vraiment un pari qui repose pas sur des stars. C'est un pari qui repose sur un collectif. Donc ouais, enfin l'affiche s'annonce être super belle. Et j'ai hâte de voir ce quart. Ouais, et bah, tu Clairement, vois, c'est rejoint par beaucoup parce qu'il y a les supporters parisiens. Donc, il y a Kenzo là qui dit pour moi Aston Villa ne pas sous-estimer du tout, surtout pour nous. Et qui rejoint le message parce qu'entre-temps, Rémi avait donc envoyé le message que tu as lu. Il dit aussi le but d'Asensio contre nous, c'est tellement écrit. Voilà, mais ça, on le sait. Après, je vois Timo qui dit la petite Sassane Martinez. Bah, bien évidemment, en tant que Lillois, lui, il ne peut que te rejoindre aussi. Et du coup, l'un de mes meilleurs potes, Alex, qui dit Aston Villa est vraiment sous-estimé. Justement, c'est ce qu'on dit, non. Alors, c'est sous-estimé peut-être par le grand public, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on vient de préciser là. Attention à ne pas y sous-estimer, surtout que c'est Unai Emery sur le banc. Et ensuite, attention quand même, Paris en favori. Et comme tu le dis, à voir s'ils vont pas déjouer. Parce que, un peu comme j'avais dit avec Villa et les doutes que j'avais eus, Paris, malheureusement, parfois, quand c'est favori, bah c'est pas aussi fort que ce qu'on attend malheureusement. Mais malgré ce que j'ai vu, avec ce que j'ai vu de Paris, mais on y reviendra, pour moi Paris doit et se qualifiera. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. ouais, ouais, ouais. Je te propose du coup de passer sur l'autre confrontation. Donc, on va faire un petit tour en Allemagne et on va aller voir le Bayern face au Bayern. Alors, il y avait, on va dire, un tout petit peu plus d'enjeux que dans d'autres matchs. Mais au final, le Bayern a rappelé qui étaient les patrons. C'est ça. 5-0 sur les deux confrontations. On pouvait se dire après le match aller, ouais, c'est fini, 3-0. Sauf que le Bayer Leverkusen, chez eux, c'est assez chiant à jouer. C'est une équipe qui est capable de créer la surprise, etc. Mais le résultat final nous montre qu'effectivement, le Bayern a été bien supérieur. Harry Kane a encore planté. C'est Alphonso Davies, je crois, qui met le deuxième. Je crois aussi. Euh, on a vraiment eu pour moi un Bayern qui a géré, qui n'a pas forcément dominé parce que Leverkusen a eu quand même pas mal d'occasions, hein. Je ne sais plus ce que ça donnait au niveau des tirs, etc. Mais je pense que le Bayern a eu un peu plus de tirs et peut-être un peu plus de possession. Mais dans l'ensemble, on a vu un Bayern très mature, un Bayern qui a géré son match et qui a essayé d'appuyer sur les faiblesses de Leverkusen et sur leurs propres forces. Donc non, pour moi, ça a été une confrontation où j'attendais pas énormément de choses. Je ne voyais pas le Bayern faire la surprise. Et effectivement, on n'a pas eu de Non. magie hier soir. Mais bon, c'était attendu, on va dire, hein. Je te rejoins là-dessus. Et puis surtout. Bon, alors, moi, le 5-0 était pas attendu. La qualif du Bayern, oui. La qualif du Bayern en étant serein aussi. Mais plus sur des scores avec, par exemple, tu gagnes 2-0 chez toi et tu vas faire un 1-1 tranquille à l'extérieur, tu vois. Moi, je le voyais un peu plus dans ce style-là. Maintenant, pour revenir sur les stats, ouais, il y a eu 17 tirs à 12 pour les Leverkusen, mais malheureusement 5 tirs cadrés à 3 pour le Bayern. La différence, elle se fait là aussi. 17 tirs et n'en cadrer que 3, bah, c'est un peu comme ce que j'avais dit pour les Parisiens qui avaient tiré 27 fois et qui n'en avaient pas mis un seul. 17 tirs et 3 cadrés, c'est un peu une faute professionnelle quand même dans un sens. Voilà, on va être honnête. Et surtout, ce qu'il aurait fallu pour le Bayer Leverkusen, c'est de marquer tout de suite. Parce que c'est comme ça que tu aurais pu influencer et lancer la magie d'une soirée européenne telle qu'on les connaît. Le problème est là en fait. Le problème est qu'ils n'ont pas su marquer tout de suite et que malheureusement ils arrivent à la mi-temps avec 0-0.
Et on sait qu'à ce moment-là, c'est quasiment tout fait pour le Bayern. Et on l'a vu puisque 7 minutes après le retour des vestiaires, Harry Kane a ouvert le score. Donc à ce moment-là, plus trop de surprises. Et on se retrouve dans la fameuse confrontation, comme on l'a dit, avec ce 2-0 au retour. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être, alors dans ce cas-là, peut-être ce qu'on peut faire, c'est rapidement dire un mot sur la prochaine confrontation du Bayern, puisqu'on a commencé à en discuter, et faire un petit prono entre guillemets rapide. Je te propose peut-être de commencer. Tu vois qui entre le Bayern et l'Inter? Perso, je l'ai dit tout à l'heure, et je vois l'Inter passer. Ça peut être une belle confrontation après. Ça va plus être tactique. Je pense que vraiment quelque chose d'exceptionnel et on va dire un football un peu spectacle. Pour moi, Inzaghi va remporter ce duel avec compagnie. Je vois sur les deux confrontations maximum un ou deux buts d'écart. Et j'imagine que l'Inter va l'emporter à domicile sur un score de 2-0. Et je vois le Bayern peut-être gagner 1-0 chez eux, finir sur un 2-1. Mais il va pas y avoir pour moi énormément de buts et ça va être très très tactique. Ça va être un duel de milieu de terrain. Et à ce petit jeu, je vois l'Inter légèrement au-dessus. Très bien. Ça me va, je te rejoins globalement. Je vois Rémi qui dit Inter avec 1-1, 2-1. Je vois un peu la même chose. Alors je vois plus peut-être un bon vieux 0-0 à l'extérieur, tel qu'on peut les connaître parfois malheureusement dans les soirées européennes qu'on espère magiques. Et ouais, l'Inter même, je dirais même que l'Inter gagnera 2-0 au retour pour moi, en tout cas sur le retour. Parce qu'en fait, parce que si je me trompe pas, le retour est chez eux. Donc je vois un Inter assez serein. Comme tu l'as dit, on a aussi beaucoup vu les limites de compagnie avec ce Bayern. Je pense que la vraie différence, elle va se jouer. Moi, comme le dit Alex, c'est que l'Inter est plus en confiance et la différence, elle va se jouer sur la défense. Désolé, hein, mais je trouve vraiment l'équipe de l'Inter beaucoup plus solide que celle du Bayern, très honnêtement. Voilà, après, je sais pas trop ce que t'en penses. Mais, voilà, peut-être passer au match suivant, enfin finir là-dessus et puis passer au match suivant dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, on n'en a pas encore parlé. Il me semble là, on a fait les deux matchs de la prochaine salve et Oui, pardon, on en on a va parlé nous en off en aussi. disant l'ordre qu'on avait prévu. Du coup, effectivement, je sais pas par lequel des deux tu souhaites commencer. Je sais pas si on a notre Joe qui est présent. Alors, tiens, ça va te faire plaisir, Paulin. Devine qui vient d'arriver là sur le live et nous dit l'équipe force à vous. C'est Marcel de notre fameux groupe Ah, la de plus Boston. belle Voilà. moustache. Merci Marcel de passer, franchement. Voilà. Je vois aussi Isaac qui souligne très rodé et discipliné l'Inter. Et c'est ce qu'on disait surtout avec Inzaghi. Inzaghi est vraiment venu instaurer ça. Et donc pour la suite, je te propose, j'espère que notre Joe est là, mais je suis pas sûr parce que je crois qu'il nous avait dit qu'il ne pourrait pas passer ce soir. Je te propose qu'on passe sur la confrontation Benfica-Barcelone qui avait, comme tu me l'as souligné, quand même légèrement moins d'enjeux que le derby madrilène. Et donc on enchaînera ensuite avec le derby madrilène. Mais autant commencer peut-être par Benfica-Barcelone. Ok, ok. On va partir là-dessus, hein. Alors, Benfica-Barcelone, du coup, résultat final 4-1 pour le Barça. On avait pas mal de suspense encore pour le match retour. Suspense qui a été assez vite enterré en première mi-temps, hein, tout s'est joué en première mi-temps. On a eu un but très rapide de Rafinha sur encore un éclair, une magie de Lamine Yamal. Bon, j'avoue, son centre est peut-être pas forcément voulu. Pour moi, ça ressemblait plus à une frappe qu'autre chose, mais ça finit dans les pieds de Rafinha qui la met au fond. Euh, Te prendre un but comme ça au bout de 10 minutes de jeu, ça fait mal au crâne. C'est Je ça. pense que les joueurs du Benfica s'y attendaient pas. Pourtant, ils ont super bien réagi en égalisant dans la foulée grâce à Otamendi. Mais voilà, derrière, on a Lamine Yamal qui, sur, il me semble, un corner ou un centre, enfin sur une phase arrêtée, récupère la balle de l'autre côté du terrain et décide de te mettre un enroulé qui, pour moi, à l'heure Magnifique. actuelle, ouais, est peut-être l'un des plus beaux buts, si ce n'est le plus beau but de la compétition. Un enroulé magique que voilà, seuls les meilleurs joueurs du monde sont capables de mettre. Après ça, effectivement, on a vu le Barça dérouler un peu. Troisième but de Rafinha, il y a eu un doute sur un possible hors-jeu ou non. Au final, il n'y avait pas d'hors-jeu. Et derrière, le Barça a géré. Donc 4-1 sur les deux confrontations. Ça me paraît pas choquant. On n'a pas eu de scandale au niveau de l'arbitrage ou autre. Pour moi, il y a une nette domination du Barça. On voit que le Barça, cette année, est en forme. La patte flic
fonctionne plutôt bien. On Oui. a une équipe qui est assez solide. Par contre, je mets un peu des réserves sur la solidité défensive du Barça. Je pense que c'est encore un peu frêle, c'est un peu jeune. On le verra par la suite. Là, le Barça va jouer Dortmund. Dortmund, c'est pas l'équipe la plus en forme, mais voilà, c'est une équipe qui est capable de faire mal offensivement. Ah oui. Donc, c'est friable et il faudra faire attention, mais offensivement, c'est. Je ne sais pas s'il y a deux ou trois équipes meilleures que le Barça cette année. Sincèrement, cette année, offensivement, c'est top 3 Europe, le Barça. Ouais. Bah, il y en a une, on en parlera en dernier, bien évidemment, hein, on la soulignera, parce que même si sur leur double confrontation, ils en ont mis qu'un, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour moi, c'est les actuels favoris avec le PSG et l'Inter. Voilà, pour moi, les trois équipes qui sont favoris pour la victoire finale aujourd'hui. À l'instant T, je mettrai le PSG, Barcelone et l'Inter. Mais donc ça, on y reviendra tout à l'heure, un peu plus en détail sur la fin. Maintenant, malgré tout, je trouve que Barcelone s'est fait peur pendant 25 minutes. Là, sur ce soir-là, parce que t'as beau ouvrir le score, tu prends l'égalisation 2 minutes après. Et Ouais. en prenant l'égalisation aussi vite, en fait, tu as redonné espoir à Benfica. Et j'ai même envie de dire que, en fait, ce qui a tué Benfica, c'est pas le but, le fait qu'ils prennent le but de Yamal. C'est la beauté du but qui les a tués. C'est de se prendre un but comme ça. Parce que tu reprends un but derrière, 27 minutes, ah, en soi, t'es Benfica, tu te rappelles des occasions que t'as eu au match aller, tu te rappelles de comment peut être friable, le Barça peut être friable niveau défensif, tu te dis que ok il y a 2-1, mais t'as encore de l'espoir, puis tu te rappelles du match de poule qui avait été sensationnel, le fameux 5-4 dont Joe avait parlé la dernière fois. Donc honnêtement, pendant 25 minutes, t'es Benfica, et tu te dis tous les jours, oui oui, on va passer. T'es dans la tête des joueurs, les joueurs ils doivent se dire ça. Malheureusement le but de Yamal en fait est beaucoup trop beau pour permettre à Benfica en fait d'avoir de l'espoir. C'est même pas le fait qu'il marque, comme je l'ai dit, ça. Donc oui, à partir du moment où Yamal a marqué, par contre, c'est devenu entre guillemets une démonstration. Voilà, on va le dire comme ça. Et tu rentres au vestiaire à 2-1, tu peux tenter de remotiver tes troupes à la mi-temps. Le but de Rafinha qui est juste avant la mi-temps, bah en fait est venu porter le coup de massue. Et un peu comme je l'avais annoncé, euh, Barcelone s'est qualifié, mais Barcelone ne s'est pas non plus qualifié si sereinement que ça. Alors oui, sur la fin du match retour, du coup, bah, ça a déroulé tout seul. Mais sur l'ensemble des deux matchs, moi, je trouve quand même le 4-1 sévère pour Benfica. Voilà. Ouais, bah le 4 est sévère. En fait, pour moi, Benfica a perdu la confrontation au match aller. Au match aller, le Benfica était à 11 contre 10 pendant 70 minutes. Il y a eu une exclusion au bout de 20 minutes de Pau Cubarsí. Ils auraient dû capitaliser là-dessus. Un peu on va dire, à l'image du PSG contre Liverpool au match aller. Ça finit avec 26 ou 27 tirs et ça marque pas. Pourtant, la domination, elle était là, elle était nette, elle était précise. Et effectivement, ils n'ont pas su être tueurs. C'est ça. Voilà, comme le dirait Nice, c'est surtout pour le match aller, les regrets pour le Benfica. C'est vraiment le mot. C'est les regrets qu'ils peuvent avoir Ouais. sur le match aller. Parce que sur le match retour, même si effectivement il y a 20-25 minutes où ils peuvent y croire, euh, ça me paraissait trop compliqué. En fait, tu avais déjà, si tu veux, un boulet à la cheville en te disant, putain merde, au match aller, on a dominé à fond, on n'a pas réussi à marquer. Là, au match retour, on sait qu'on va galérer. En plus de ça, bah, le match retour, au final, tu te retrouves à prendre un but au bout de 10 minutes. C'est T'es ça. pas chez toi. C'était trop. Pour moi, ils ont perdu au match aller. Et c'est assez dommage parce que c'était une belle équipe qui proposait des jolies choses. Je reviendrai pas sur la double confrontation face à Monaco. Bon, pour moi, ça aurait pu se terminer autrement, que ce Oui. soit par le biais de l'arbitrage ou si Monaco avait décidé de défendre et de ne pas seulement attaquer. Mais, euh, mais ouais, c'était une belle équipe. Maintenant, comme Joe l'a dit, bye bye la Ligue des Champions à l'année prochaine et il va y avoir quelques mouvements à faire au niveau du Benfica pour pouvoir renforcer cette équipe et revenir de plus fort l'année prochaine. On connaît leurs forces, c'est une équipe qui forme très bien ses joueurs et on sait qu'ils vont trouver un moyen de nous sortir une nouvelle pépite. C'est clair. Donc, Et même, t'es rejoint par Alex qui, en plus de Rémi, avait dit déjà à l'aller Benfica devait en mettre des buts, ça aurait complètement changé le match. Et puis surtout, Benfica à l'aller, c'est 26 tirs et 8 cadrés. Pareil, c'était comme le Paris Saint-Germain, c'était une faute professionnelle de ne pas être capable d'en mettre un, alors que t'as tout ça dans les jambes en fait. Rémi qui te lâche un petit la connexion avec Paulin, la connexion Lens-Lille, elle est magnifique. Voilà. Non, honnêtement, ouais, le Benfica peut. En fait, ce qui est triste, c'est de se dire que pour le Benfica, c'est de se dire que face à l'une des meilleures équipes d'Europe, tu as des regrets.
C'est c'est ça, hein. Je vois Timo qui ensuite nous dit Barcelone, grand favori de la compétition, honnêtement c'est très solide je trouve. Alors on y reviendra après parce que nous on a commencé à en parler en off, mais je pense que de leur côté ils ont l'antagoniste idéal par rapport à leur style de jeu. Mais ça on va y venir. Le Barça a aussi récupéré Araujo. En vrai de vrai, je vais être premier degré. Je sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle pour Barcelone d'avoir récupéré Ça Araujo le quand tu dit. vois. Au final, je trouve que leur défense était quand même meilleure là que par rapport à ce qu'elle l'était quand Araujo était. Peut-être qu'il fera un retour où il nous fera mentir. Mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Par contre, c'est le milieu du Barça qui est quand même très très solide. Mais oui, t'es Benfica, comme on l'a dit, tu peux avoir des regrets. C'est triste hein, de se dire ça, mais tu peux avoir des regrets de ne pas avoir réussi à sortir l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc, Bah, pour moi, effectivement, Araujo, on verra avec son retour, mais c'est un double tranchant. En fait, le mec est capable de te faire step up ta défense s'il est en forme. Par contre, à tout moment, il y a un câble qui se déconnecte et il décide de te faire un attentat venu de nulle part. Donc, c'est un peu ce type de joueur à double tranchant. On a le même à Lille. Je pense à Alexandro. oui, Alexandro, tu vois, c'est le mec, quand il est en forme, pour moi, hier, c'était le meilleur sur le terrain. on y Hier, sur reviendra. le On y terrain, reviendra, j'ai des choses à dire. on verra, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi, c'est des mecs comme ça qui sont un double tranchant, soit tu les aimes, soit tu les aimes pas, mais c'est des mecs qui ne mentent pas, ils se donnent pas à moitié, et on verra effectivement avec son retour ce que ça donnera, mais ouais, le Barça solide. Après, grand favori de la compétition, on en parlera à la fin, je vais peut-être émettre un avis un peu différent, mais on verra. Oui, je pense que toi et moi, on sera quand même plus globalement du même avis. Je replace juste un petit peu ma caméra, désolé les gars. Mais du coup, ouais, je pense que toi et moi, on sera quand même du même avis parce que je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près les mêmes favoris, si par rapport à ce qu'on s'était dit avant. Mais oui, et là, du coup, on va pouvoir parler d'une équipe qui est pas forcément favorite pour nous, mais qui a toujours un coup du destin. Voilà, je sais pas si comment on peut définir ça. On va parler du derby madrilène. Euh, pour moi, honnêtement, c'est. Je vais peut-être en surprendre certains, mais pour moi, c'est pas la. Alors, ça se joue encore une fois, pas beaucoup, hein. Mais pour moi, c'est pas la meilleure équipe qui est passée. Voilà, surtout avec le match d'hier, j'ai quand même trouvé, même si le match était à chier sur 90% du match, honnêtement, le match de l'Atlético Madrid d'hier, pour une équipe qui cherche la qualif, je le trouve très logique, très costaud, très solide. La preuve, parce qu'au final, tu vas jusqu'au tir au but. Et puis là, et puis là, le coup du destin. Un penalty qui est refusé. Je vais vous le dire, j'ai retrouvé, enfin, j'avais retrouvé sur Twitter, etc. La dernière fois que ça a été le cas, c'était un Islande-Turquie en Nations League. Tir au but refusé à Hakan Çalhanoğlu pour la même raison. Mais ça remonte et c'était pas en club. C'est-à-dire que dans une séance, et c'était un penalty en match. C'est-à-dire que c'était pas en séance de tir au but. Donc, très honnêtement, voilà, c'est comme à Jérémy, c'est ce qu'on avait vu hier, Giggs, qui avait tweeté et ce que j'avais envoyé sur nos différents groupes. Désolé, hein, mais quand tu joues l'Atlético et que t'es pas l'équipe qui propose le plus de jeux, il y a un vrai problème quelque part. Donc pour moi, c'est un Real qui passe. On y reviendra juste après le débrief de ce match. Mais c'est un Real qui, même contre Arsenal, même si soi-disant ils sont censés avoir le dessus mentalement, c'est un Real qui bah, peut avoir peur, là, à partir de maintenant, de toutes les confrontations qu'ils vont jouer. Je sais pas un peu ton avis, mais moi en tout cas, même si tu dis qu'il y a toujours le destin pour toi, euh, honnêtement, moi je suis supporter du Real. J'ai quand même un peu la sueur, tu vois, sur le front. Ah ouais, non, mais clairement, on n'a pas un Real dominant, on a un Real qui est prenable. Après, je reste mesuré quand même sur le match d'hier parce que c'est tout con, mais hier, Mbappé est très gentil de laisser le penalty à Vinicius, mais c'est pas Oui, Vinicius qui le prend, Mbappé il le met, je pense. Après, voilà, c'est un coup du destin. Mais à côté de ça, il y a un autre penalty qui n'est pas sifflé, hein, on va le rappeler. Certes, il n'y a pas de joueur derrière, mais une main dans la surface décollée reste une main. Donc, on va dire que l'Atlético a mieux joué, mais l'Atlético a malheureusement pas su aller jusqu'au bout. Il y a des choix que je comprends pas trop de la part de Simeone, qui fait par exemple sortir Griezmann en sachant que tu as de grandes chances que ça finisse au tir au but. Je comprends pas trop, sachant que c'est sûrement l'un des meilleurs tireurs de penalty de ton équipe. On a eu un Atlético très solide à l'image de ce qu'il propose depuis le début de la saison, surtout au Metropolitano. L'Atlético, c'est très très fort, hein. Rappelons qu'il y a une seule équipe qui les a battus là-bas. c'est vrai. Mais ouais, je sais pas, je suis un peu mitigé dans le sens où le Real a pas bien joué, mais le Real a encore montré que dans cette compétition, bah, ils font partie des patrons. Et il faut jamais mettre de croix sur cette équipe. Arsenal va devoir se méfier. Par contre, Arsenal a son coup à jouer.
il faut être solide. Deuxième but de Bilbao, tu vas foutre Oui! un point. Et non, on verra ce que ça donne, mais effectivement, on n'est pas sur le Real le plus solide. L'année dernière, c'était déjà pas le cas, et pour autant, ils ont quand même été la chercher, donc on verra. On Bah, verra, mais le Real est prenable. en Plus f- que jamais, le Real est prenable. c'est ce que j'ai envie de dire. Moi, je trouve que l'année dernière, la différence, c'est que je l'ai trouvé solide. En fait. Mais vraiment solide. Une vraie solidité. Cette année, cette solidité, je la trouve pas. En fait, pour moi, ils sont hyper friables. Et oui, sortir Griezmann, pour moi, c'était honteux. Et surtout, c'est que, on va revenir légèrement sur la. Comment ça s'appelle? Sur la décision arbitrale. Mais comment l'arbitre peut la prendre aussi vite? Parce que même avec des angles en 4K, même on peut nous montrer tous les angles qu'on veut, même les angles qui nous montrent qu'elle est touchée deux fois, il y a un angle pour contredire et te dire qu'elle n'est pas touchée deux fois. En fait, c'est Mm. impossible, même avec des images en 4K et tout, de savoir si elle est réellement touchée deux fois ou si c'est parce que il y a deux possibilités. Soit il la touche vraiment deux fois, soit quand il pose son pied d'appui, et on le sait, des fois les terrains c'est comme ça fait légèrement rebondir le ballon. Mais en soi, il l'a pas touché deux fois. Donc c'est là où il y a toute cette nuance, et pour moi, c'est un truc où tu peux pas prendre cette décision en 5 minutes. Maintenant, je reviens, le Real est pragmatique, etc. Et je reviens sur ce que tu disais. C'est surtout, plus que le Real est un grand, c'est que le Real, c'est vraiment le genre d'équipe où quand tu es au-dessus d'eux, si tu montres pas que tu es au-dessus d'eux, tu passeras pas. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est sur les dernières saisons, c'est soit tu les humilies, soit tu sors. Il n'y a pas Ouais. d'entre-deux. Ah, il n'y a pas de demi-mesure, hein. Et hier, je reviens sur ce que tu dis. Effectivement, pour moi, la décision d'annuler ce penalty, ça pourrit un peu le mental de l'Atlético. C'est dur, hein. C'est très dur, mais je peux comprendre que la décision ait été prise comme ça. Il y aurait dû avoir plus de checks pour moi. Mais effectivement, quand tu prends ce genre de décision, mais ça tue le mental Bah, d'une c'est équipe. sûr. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Nous, on est derrière notre télé, on est déjà en panique, on est limite à prendre des bouteilles d'eau, à trembler. Alors les mecs qui sont sur le terrain, qui doivent aller tirer des pénaltys devant des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs, des millions de personnes derrière eux qui sont dans l'attente de voir le pénalty rentrer dans les cages, bah effectivement, les mecs sont déjà super stressés. Si en plus tu décides de prendre une décision qui leur ajoute de l'énervement, derrière c'est fini, C'est ça sûr. déconnecte et t'as perdu le Et, match. et À ce pourtant, moment. et pourtant, quelques tirs au but après, on a quand même, alors qu'il est censé, il est considéré comme mauvais dans cet exercice, c'est paradoxal par rapport à son niveau. Et moi, j'en avais parlé avec personne, mais moi, avant la séance des tirs au but, j'avais dit qu'il en sortirait un. Au Black, t'en sors un quand même et te redonne espoir. Mais ton espoir, tu le gâches tout de suite derrière en tapant la barre, en fait. Et c'est là Ouais. où tu te dis que le destin est avec le. Parce qu'au moment où Au Black la sort, tu te dis, mais c'est reparti. Là, ça y est, le destin a retourné. Et le tir au but d'après, par quel miracle. Et puis ensuite, derrière Rudiger, Oblak, il la touche, mais il la sort pas. C'est. Enfin, je pense qu'on peut dire hier, tout était aligné pour le. Au final, malgré même les décisions arbitrales et tout pendant le match, tout était aligné pour le Real en fait. C'est ça. On le dit et on le répète, hein, mais la chance, il faut la provoquer. Le Real l'a provoqué, c'est des petits faits de jeu, c'est des détails, et pour autant, parfois, c'est sur des détails que ça se joue au plus haut niveau. L'Atlético, malheureusement, contre le Real, c'est trop souvent sur des détails. Je repense entre autres à un but de Sergio Ramos, hein, il y a quelques années, qui leur a fait très très mal. Oui, Mais c'est comme ça. Après, l'Atlético n'a pas à rougir de sa performance. Ça a été une équipe qui a dominé la rencontre. Ça change de ce qu'on a l'habitude de dire sur eux. On a toujours l'habitude de dire que le Cholismo, c'est un peu, c'est le Catenaccio nouvelle génération. Tu sais, c'est derrière, tu cadenasses c'est et ça. t'oses espérer sur un contre marqué. Pour autant, hier, moi, j'ai vu une performance collective de très haut niveau et je sais que l'Atlético va pouvoir rebondir là-dessus. Maintenant, reste à voir comment sera l'effectif l'année prochaine. On sait qu'il y a des joueurs en fin de contrat, entre autres, on pense à notre Grisou national. Mm. Mais ouais, très, très, très belle équipe de l'Atlético. Et ils ont encore leur chance à jouer pour le titre en Liga. Donc, on leur fait confiance pour ne pas finir sur une saison blanche. Bien sûr. Et puis là, je vois la stat, ouais, c'est ça, c'est que l'Atlético c'est 7 victoires, 6 défaites au tir au but, alors que le Real c'est 10 victoires, une défaite. Donc malgré tout, il y a un truc. Et d'ailleurs, on va y revenir après sur le dernier match, mais par rapport au tir au but, j'ai beaucoup aimé la déclaration de Luis Enrique. Mais ça, je me la garde pour quand on fera le dernier match. Voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je vais juste lire les derniers messages. Ouais, sûrement dernier match de Grisou en LDC, c'est possible. Cette année, j'ai l'impression que l'Atlético propose un peu plus. C'est plus le Cholissimo de l'époque. Et oui, en fait, c'est que ça cadenasse toujours très fort. Mais la différence, c'est que ça a tellement des beaux joueurs qu'en fait, en contre-attaque, c'est plus juste de la contre-attaque. C'est que si derrière ça peut faire une attaque placée, ça le fera.
Donc je pense qu'on peut finir là-dessus. Et je te propose qu'on enchaîne avec le match que tu as vécu en direct du stade. Euh, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu préfères donner d'abord l'avis du stade ou avoir l'avis extérieur de quelqu'un qui a regardé à la télé? Comment tu vois par rapport à ce match-là? Comme c'est ton équipe, je te laisse choisir. Bah écoute, je vais te laisser donner ton avis. D'abord, on dit au revoir à Timo. Timo Non, qui il a s'en dit va. je reste. Il a dit je Ah reste bon, quand on allez, parle de Lille. bon, allez, reste un peu. Non, bah écoute, je vais te laisser donner ton avis parce que c'est vrai que moi, de l'avoir vécu du stade, il y avait énormément d'émotions et il est fort probable que les émotions prennent le dessus sur la logique. Je vais essayer d'être le plus honnête et le plus, on va dire, le plus objectif possible, mais pour ça, je préfère te laisser commencer et donner ton avis en tant que spectateur derrière la télé et surtout quelqu'un de neutre, même si je suppose que tu aurais aimé voir une équipe française passer. Bah, on va y revenir parce que j'ai beau être neutre, etc. Ou même supporter de Liverpool, on y reviendra. Malgré tout, je suis toujours content quand une équipe française peut se qualifier. Parce que je considère qu'on n'est pas un pays, entre guillemets. Alors attention, pour moi, on est quand même un petit pays de football, mais on n'est pas un pays de football comme peut l'être l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne, dans le sens où, pour moi, on ne peut pas se permettre en Europe de cracher, hormis peut-être la rivalité Paris-Marseille. Mais on ne peut pas se permettre de cracher sur les qualifications des autres clubs parce qu'on a besoin que justement les autres se qualifient pour pouvoir nous dans le championnat se battre pour se qualifier. Voilà, donc déjà ça c'était un petit peu juste la petite aparté rapide là-dessus. Donc oui, forcément comme tu le dis, moi si j'avais pu voir Lille passer, j'aurais été le premier à me foutre en slip. Alors que c'est vous les Lillois, hein, mais tu vois, je me serais foutu tout nu aussi. Et je vais même aller plus loin, c'est ça je t'en ai parlé, j'en ai parlé à d'autres. Sachez une chose, je suis plus triste pour l'élimination de Lille que pour celle de Liverpool. C'est quand même assez spécial, tu vois, d'un mec qui a vu son équipe se faire éliminer, être plus triste pour une autre équipe éliminée. Mais voilà, si on parle plus du match, avec l'aller, j'avais tous les espoirs du monde. Je me suis dit, voilà, j'avais parlé d'un scénario un peu rocambolesque et cardiaque pour vous, les Lillois. Malheureusement, je l'ai pas eu, je l'ai eu à l'inverse. Ça m'attriste. Pour moi, tu perds le match à partir du moment où tu as marqué. En fait, objectivement, le match il a été perdu à partir du but de David. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais Lille, au moment de leur but, je les ai vus s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a eu des occasions. Je ne vais pas dire que Lille n'a pas eu la possibilité d'en mettre d'autres, mais Lille s'est arrêté. Et le penalty en deuxième mi-temps, qui, même si toi et t'en parleras, je considère qu'il peut. Pour moi, le penalty n'a jamais lieu d'être, ou alors s'il a lieu, t'en as deux à l'aller pour Lille. Donc en fait, objectivement, je trouve malgré tout que Dortmund a plus proposé hier, et ça s'est vu leur deuxième mi-temps. Euh, voilà, elle est au-dessus, pour moi. C'est la meilleure mi-temps de Dortmund. D'ailleurs, sur la deuxième mi-temps d'hier, en tout cas en termes d'action et de tranchant, pour moi, c'est la meilleure mi-temps de Dortmund. En vrai, dans le jeu et tout, je trouve que c'est la meilleure mi-temps de Dortmund. Maintenant, euh, les Lillois, tu peux pas refuser le jeu au moment où tu as ouvert le score. Tout est pour toi. Enclenche. Ok, tu peux être derrière, tu peux essayer de contrer et tout, mais va au fond. Surtout, parce que t'en as parlé et c'était lui, et dis-toi que c'était la première chose dont je voulais parler sur ce match. Surtout quand t'as Alexandro à ce niveau-là. Enfin, je suis désolé, hein, mais pour moi, il était au niveau, et pour moi, quand il est à ce niveau-là, c'est l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales d'Europe. Enfin, je suis désolé, mais le niveau d'Alexandro hier, il avait la balle dans les pieds. Même s'il était pressé par trois mecs, j'étais serein. Je sais pas comment dire, mais le match d'Alexandro hier est à montrer dans toutes les écoles pour un défenseur central. Alors que pourtant ils perdent ce match, les Lillois. Mais le match d'Alexandro, il est monstrueux. Et c'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que quand t'as des joueurs qui ont été capables d'être à ce niveau-là, enfin c'est fou. Là, je vais juste avant de te passer la main, un peu lire là-dessus. Alors sur ce match, c'est Rémi, donc là forcément un Lensois, donc pareil, tu vas avoir de l'objectivité Paulin là-dessus. Alors sur ce match, vous savez que je vais être objectif. Pour moi, s'il n'y a pas pénalty sur David à l'aller, il n'y a pas pénalty hier. Plus, Anton doit prendre rouge, mais dommage que Lille ait arrêté de jouer à 1-0. Donc là, il me rejoint. On était pour Lille ici, il n'y a pas de rivalité en Coupe d'Europe. Voilà, il l'a souligné comme moi. Je vois Alex, qui donc lui est lyonnais comme... voilà. Il dit tellement déçu pour Lille, j'ai un peu l'impression qu'ils se sont fait avoir avec les arbitres. Beaucoup de regrets quand même. Si tu mets le péno là, tu mets péno pour Dembélé. Alors on y reviendra, mais Dembélé, moi je l'avais dit avec Timo. Le seul problème sur la faute de Dembélé, c'est qu'il c'était pas dans la surface. Donc pour moi, c'était par contre, c'est là où je rejoins Kenzo, c'est que dans ce cas-là, il y avait rouge sur Konaté. En fait, voilà, faut être honnête. Je vois Timo qui lui donc est un peu comme toi.
Il dit voilà, la deuxième période elle est honteuse, le péno est honteux, mais la deuxième période est honteuse. On s'est fait avoir à l'expérience. Alex qui rajoute aussi, il manque de la maturité et de l'expérience. Et je vois Isaac qui te dit un vrai gros choke. C'est vraiment dommage. En fait, j'arrive pas à appeler ça un choke. Parce que pour moi, alors là, ça va faire plaisir à Alex, parce qu'en plus avec le nez, il est guingampais. Ça me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, la confrontation de Guingamp en Coupe d'Europe contre Kiev. Moi, j'ai vu la même chose. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vu une équipe plus forte que l'autre, mais qui malheureusement, avec des décisions un peu comme au basket, a perdu tous les momentum de la double confrontation, et en fait se retrouve avec des situations où bah en face, ça a converti, et en convertissant, et bah ça te fout dedans, et c'est mort. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Je vais avoir un avis, on va dire, globalement similaire, même si je vais modifier deux, trois trucs. Pour moi, Lille n'a pas perdu ce match en marquant. Pour moi, Lille avait déjà perdu le match dès que le coup de sifflet a été donné, dès que le match a Ok. commencé. Pour moi, le match qu'on a vu, c'est le plus mauvais match de Lille, peut-être avec celui du Sporting, donc le tout premier. Et c'est rigolo parce que bah, ça marque le début et la fin de la campagne Mm. européenne pour Lille cette saison. Mais pour moi, on a observé vraiment le pire match du LOSC en LDC cette saison. Surtout la deuxième période. J'ai vu Timo qui a dit deuxième période honteuse. Alors, plusieurs choses. Premièrement, j'ai vu aussi parler de manque d'expérience. Manque d'expérience, oui, mais non, parce que c'est parmi tes jeunes les plus joueurs que tu as eu tes meilleurs joueurs cette saison. Oui. En fait, pour moi, ce qui a tué Lille avant tout, c'est son calendrier. Il faut pas oublier que Lille jouait son 40. Je crois que ça doit être autour du 44e, 45e match cette saison, quelque Je chose crois, du ouais. genre. C'est énorme. Il y a, pour dire, certaines équipes qui, en championnat, ont joué à peine la moitié de ça. Lille en est vraiment à un nombre de matchs énorme, avec une infirmerie qui a été remplie toute l'année. Encore là, on se retrouve avec une équipe où on a un seul mec capable de jouer arrière droit, sauf si tu as envie de mettre Mitchell Baker, mais Ouais, ça ça c'est paraît clair. compliqué. À gauche, t'as Ismaili, qui certes est la plus belle calvitie de France, mais le mec a 87 ans, et Gudmundsson n'est pas forcément en grande forme depuis son retour de blessure. Donc c'est assez compliqué de trouver un équilibre. T'as une défense où Diakité Alexandro, ça marche énormément, mais on sent que la fatigue commence un peu à jouer. Et, euh, et ouais, pour moi, les mecs étaient déjà cramés en fait en rentrant sur la pelouse. On a vu une équipe de Dortmund qui était revancharde, qui a compris de par la seconde mi-temps du LOSC au match aller qu'il fallait pas prendre le LOSC pour acquis. Dortmund a joué son match. Oui, On peut parler d'arbitrage, moi j'en parlerai pas parce que euh, c'est des faits de jeu. Il y en a dans bien tous les sûr. matchs. Sur le coup, ouais, j'ai peut-être insulté l'arbitre. J'ai même insulté l'arbitre. C'est normal. Mais voilà, c'est des faits de jeu. Pour moi, le penalty peut se siffler, c'est pas une honte. Par contre, si tu siffles celui-là, à l'aller, il faut qu'il y ait deux penalties sifflés pour le LOSC. Maintenant, c'est pas le même arbitre. On peut peut-être dire, ouais, mais c'était un arbitre suisse-allemand, il parlait en allemand avec les joueurs pendant la mi-temps. Ça, je m'en fous, c'est pas mon problème. Pour moi, t'as fait le nécessaire et grâce à une boulette de Kobel au bout de 5 minutes, t'as fait le nécessaire en marquant. C'est censé te redonner un élan. Derrière, Lille a décidé de déjouer. Oui. Genesio a préféré orienter le jeu du LOSC sur de la conservation et peu de risques, peu de projection vers l'avant. C'est pas ce que Lille a l'habitude de faire. Tu as coupé les habitudes de tes joueurs. Forcément, tu as des joueurs qui sont un peu en dedans. On avait une colonne vertébrale pour moi qui était vachement en forme, hein. Chevalier a été exceptionnel hier. On le Oui. dit pas assez. Et ça y est, Maignan, il est temps qu'il aille sur le banc parce que moi, j'en peux plus de lui à Milan. Et il est temps qu'il soit puni aussi en équipe de France. Parce qu'actuellement, le meilleur gardien français dans le monde s'appelle Lucas Chevalier. Et personne ne me fera dire le contraire. On a Alexandro qui est excellent. Et on a un Benjamin André qui a fait une double confrontation contre Dortmund. Je ne l'ai pas vu en forme comme ça depuis Mais très c'est une très longtemps. folie. Pour moi, c'est le meilleur joueur sur les deux confrontations. Maintenant, malheureusement, les autres n'ont pas suivi. Il y a des petites erreurs de jeunesse, que ce soit Boadi, Mouko ou d'autres. Voilà, Et ça reste une belle épopée. Pour moi, Lille a vraiment eu un beau parcours. Il faut apprendre de ses erreurs pour pouvoir mieux rebondir l'année prochaine. oui. Mais, ouais, ça va être compliqué moralement de s'en remettre, sachant qu'on va sûrement perdre David. On va perdre d'autres joueurs. 3-0 pour Bilbao. On va perdre d'autres Oh joueurs. putain, je l'avais même Euh, pas vu, tu vois, j'étais concentré sur ce que tu disais. Ah on là va là perdre d'autres là. joueurs. Donc, David Baker va être de retour de prêt à l'Atalanta et on ne pourra pas se permettre de le signer parce qu'il demande trop en Bou- salaire. Bougez On pas. sait qu'il y a ceux qui ont déjà la tête ailleurs, genre Zegova, etc. Donc maintenant, il faudra attendre le retour.
Et je tiens juste à terminer sur un mot, c'est Meunier va te faire foutre. Bah, Meunier, tu nous as vendu. tu vois, là, pendant que je vais changer le maillot, je vais dire, j'ai vu le message de Timo tout à l'heure. Il a dit, même match, il est meilleur. Vous inquiétez pas, je vous montrerai que j'ai le niveau de Meunier dans 2 jours. Vous inquiétez pas, vous verrez. J'ai son niveau, vous inquiétez pas. Non, par contre, Je plus vois Chimik sérieusement, qui dit, ils me disent Zegrova, ton joueur préféré. Zegrova, joueur sensation, hein, mais courage à l'équipe qui va le récupérer parce que c'est un branleur dans le vestiaire. C'est un mec qui choisit ses matchs et c'est pas un mec que tu arriveras à faire fit facilement dans n'importe quel collectif. Voilà, c'est un joueur sensation, il peut faire kiffer, mais il me déçoit trop. Cette année, il me déçoit énormément. bah, je te comprends. Et alors, pardon, je parle sans être dans le champ, c'est normal. Voilà, j'ai changé le maillot. Là, le score l'oblige. On va passer, même si on va. C'est bête, je le change juste avant qu'on en parle. Hein, puisqu'on va passer après à ce match-là. Mais voilà, je vais le mettre tranquillement derrière. Non, mais pour te rejoindre, en fait, et puis je rejoins un peu ce qui a été dit dans le chat. C'est frustrant dans le sens où, même si individuellement, tu trouves l'équipe de Dortmund peut-être plus forte, pour moi, sur la double confrontation, la meilleure équipe, c'était très honnêtement, c'était Lille, c'était les Lillois. Enfin, moi, Ah oui, je les ai trouvés plus forts sur la double confrontation, sur l'ensemble, en tout cas au global. Maintenant, ouais, comme on l'a dit, c'est même pas le manque d'expérience parce que tu vois, je trouve que Boadji, il fait une double confrontation qui est quand même dans les standards qu'il a eu depuis le début de la Ligue des Champions. Euh, ouais. tu vois, donc honnêtement, ouais, je pense que si on doit revenir sur quelque chose, hmm, ouais, c'est peut-être plus sur la presta des gars devant et sur la presta de Meunier. Et encore, je trouve ça facile, entre guillemets, bah là je vais parler en tant que personne et ça, je trouve ça facile de tirer sur Meunier. Parce qu'il n'y a pas que lui sur qui tu peux tirer en fait, pour moi. Même si son match, il est foireux hier. Désolé, hein, mais je vais être très honnête, j'aime énormément ce joueur. Je suis même frustré qu'il parte de Lille parce que je sais qu'il va partir. Mais faudra peut-être ouvrir le dossier de David hier. Non, alors là, je peux pas te laisser dire ça et je Parce vais que dire tout de suite. dehors David, en dehors du but, je l'ai pas trouvé au niveau auquel il est censé évoluer. et c'est normal, David a touché 15 ballons dans le match. Sur les 15 ballons, il y en a deux qui peuvent se transformer en demi-occasion. Tu ne peux pas demander à David, qui est le joueur, qui est ton premier volet, c'est le premier joueur qui vient faire le pressing. Je le vois toutes les semaines, je sais ce que c'est. David est indispensable à cette équipe. David touche trop peu de ballons. David n'est pas un joueur de tête. David, on lui met des ballons en l'air quand Chevalier n'a pas de solution, que l'équipe ne sait plus quoi faire. Il balance des ballons devant et ils disent à David, démerde-toi. David, hier, a encore fait un super match parce que quand David a le ballon, quand David contrôle la balle, il la perd pas, il la donne et c'est derrière que les solutions ne sont pas trouvées. Pour moi, hier, les fautifs, ce sont Haraldsson, Kabela et Mouko qui n'ont pas su avoir l'apport offensif qu'ils auraient dû avoir. Kabela, super première mi-temps, deuxième mi-temps, digne d'un joueur de N2. Haraldsson, un peu invisible tout le match, fort techniquement, mais en dedans dans l'impact physique. Dès qu'il avait la balle, il protégeait pas son ballon, il se faisait tamponner. Et Mouko, il avait beaucoup de mal, il perdait beaucoup de ballons. Malgré le fait qu'il a montré de l'envie, on ne peut pas mettre ce match sur le dos de David parce Alors, que David a eu deux demi-occasions et sur les demi-occasions, il met un but. Non, j'ai pas c'est fini dur. justement parce que j'ai parlé de David, mais j'ai pas fini. Pour moi, c'est pas non plus celui sur qui tu tires le plus. Mais je vais revenir. Déjà, Kabela, oui. Mouko, je te trouve dur avec lui. Mouko, je suis pas d'accord du coup là-dessus. Par contre, Kabela, Haraldsson, c'est les premiers que je sors. Mais déjà, je les sors même à. C'est bête, hein. Mais Kabela, sa première mi-temps est bonne, hein. Mais tu sens qu'il est cramé pour moi à la mi-temps. C'est bête à dire, Ouais. hein. Mais tu dois le sortir dès le début. Tu dois même pas le laisser sur le terrain en deuxième. Pour moi, tu dois le sortir. Ensuite, pourquoi je dis David? Parce que son but, ok, il le met sur la demi-occasion, mais il peut remercier Kobel. Et pourquoi je dis David, moi, dans les gars. Alors, encore une fois, c'est pas celui sur qui je tire le plus. Mais pourquoi je dis que tu peux lui tirer dessus? Oui, il est indispensable dans tout. Et je suis d'accord. Notamment, il y a une occasion où il fait son centre. Pour moi, là-dessus, ça a changé le match. Parce que le centre qu'il fait pour Akpom, il doit finir au fond. Mm. Voilà, déjà. Il y a celui-là. Et dites-vous que c'est à ce moment-là que j'ai crié un peu devant ma télé en pensant qu'elle était au fond. Maintenant, je vais revenir sur autre chose. Pourquoi j'ai aussi critiqué entre guillemets David? C'est que David, je l'ai déjà vu avec aussi peu de ballons être capable de les planter. Hier, je l'ai trouvé, et est-ce que c'est pas son manque d'expérience en Europe qui a joué? En fait, pourquoi moi je veux tirer entre guillemets sur David?
c'est que j'ai trouvé qu'il a pas joué comme d'habitude hier sur le peu de ballons qu'il a. Il a trop cherché parfois, et surtout en fin de match, à faire du hero ball. Mais ça, c'était même tous les Lillois. Le nombre de gris-gris, et on en a parlé hier, où je l'ai dit dans les groupes, pourquoi ça n'a pas tapé aux 25 mètres quand tu lances un milieu de terrain, qu'il arrive, qu'il a personne, il doit taper. Et il tape pas. Et même David, à un moment, s'est retrouvé dans cette situation, il n'a pas tapé. Voilà pourquoi moi, personnellement, je tire sur David. Mais encore une fois, ce n'est pas celui sur qui je tire le plus. Et moi, je te le dis, c'est pas sur Meunier que je tire le plus, même si Meunier, son match est foireux. Voilà, c'était juste là-dessus. En fait, pourquoi je voulais ouvrir le dossier David, entre guillemets. Non, non, il y en a une où David pouvait tirer Chimo. Je Mais l'ai très il bien y en en a, tête. il y en a aucune. Faudra me trouver le ralenti. Il n'y Et a aucun moment dans le match où il peut tirer. en fait, Les seuls c'est pas une, moments c'est où pas il a une où le il peut ballon, taper. où il est tourné vers le but, il y a 2 à 3 joueurs devant lui. Non, Donc David, le problème, c'est que quand il remet le ballon pour pouvoir derrière reproposer un appel, ça dit ah mais il a pas tiré. Et quand il essaye de dribbler et de faire un crochet pour s'ouvrir un angle de tir, on lui reproche de faire du hero ball et de jouer trop perso. je, Il doit faire quoi, David? je reprends. C'est pas ce que je dis. Moi, David, qui fasse ses passes, etc. C'est ce que j'attendais de lui. Maintenant, il y en a une où, justement, quand je dis ça, c'est qu'il y en a une qui joue super bien. Il fait le premier dribble. Parfait. Et là, il a un timing où il doit la taper. Et c'est ce que j'attends de lui parce que c'est ce qu'il fait habituellement. Sauf qu'il cherche absolument à faire un deuxième dribble. Et ça, c'est ce que je reproche à beaucoup. Et ça aurait été David, ça aurait pu être n'importe qui. J'aurais tiré de la même manière, surtout sur cette action. Après, je tire beaucoup plus sur les milieux qui n'ont pas voulu tirer, hein. Même André, qui fait un match excellent. André, il y a un moment, il doit allumer. André, il doit allumer. Mais il n'y a pas Mais que en lui. vrai, il a essayé d'allumer. Je te remonte à. Je crois que c'était autour de la 30e Oui, minute, mais au première début du période. match. Moi, je te Il parle sur y la a une, fin. Moi, c'est sur la il y a fin. il y a une balle qui arrive sur lui à 25 mètres. Il tire pied gauche. Certes, elle finit dans la tribune visiteur, mais il essaye de tirer. Pour moi, en fait, avant même les joueurs, pour moi, le plus gros fautif sur ce match, c'est Genesio. Dans un premier temps, tu ne dois pas partir avec cette compo. Tu dois partir avec 2 joueurs devant. Tu dois partir avec David et Akpom pour peser un peu plus sur la défense de Dortmund. Mais je sais pas, c'est compliqué. Ils ont eu peu de ballons et c'est toute l'équipe qui était un peu dedans, qui était trop en gestion. C'est compliqué, franchement, c'est dur. Maintenant, c'est dommage. Choc, pas de choc. Chacun aura son avis là-dessus. Moi, je reste sur le principe que Lille a fait un beau parcours. Non, ça Lille c'est n'a pas à sûr. rougir de ses performances. Et j'ai vu un petit commentaire passer de Rémi qui disait qu'effectivement le stade était un peu éteint. Je pense que le 12e homme n'a pas forcément joué son rôle. Non, c'est clair. Je parle en tant que mec abonné et qui voit tous les matchs, même les LOSC Montpellier sous la neige, j'y vais. On a eu hier une ambiance qui pour moi était même pas digne d'un Lille-Lyon. Lille-Lyon, c'est pourtant ça reste calme les Lille-Lyon. Il y a plus d'ambiance à des Lille-Lyon qu'au match d'hier. Hier, si on avait eu l'ambiance qu'on avait eu contre Chelsea en 2022, contre Villa l'année dernière, ou même contre le Real, à mon avis, ça aurait changé un peu quelque chose au niveau de la mentalité des joueurs. Je ne sais pas quelle a été la causerie à la mi-temps, mais si on avait mis plus le feu dans le stade, ça aurait pu changer pas mal de choses. Je vais conclure juste pour revenir rapidement sur mon truc des joueurs. Alors oui, je suis peut-être dur avec David, mais c'est parce que moi je vois le joueur qu'il est. Je sais le joueur qu'il est, je sais ce que c'est le grand David, et malheureusement, alors encore une fois je reviens, hein, moi je lui tire pas dessus sur la double confrontation, et loin de là. En fait, pourquoi je lui tire dessus, c'est peut-être parce que j'en attends énormément de lui et que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et parce que pour moi, si t'as un grand David hier, tu passes. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il n'y a pas que ça. Et justement, je voulais conclure parce que tu as très bien parlé et c'est ce que j'attendais. Mais du coup, comme on est parti sur les joueurs, bah, j'ai enclenché sur les joueurs. De toute façon, pour moi, si tu dois tirer plus sur quelqu'un, ouais, je suis d'accord, c'est Haraldson qui fait pas le match qu'il doit faire. Entre guillemets. Mais je vous rejoins totalement. Hier, c'est une faute d'équipe. Hier, c'est une faute d'équipe. C'est un. Parce qu'on a pu, entre guillemets, un peu tirer sur les joueurs. Mais c'est pour ça, moi, en fait, je voulais juste revenir sur Meunier. Parce que Meunier, t'as déjà gagné des matchs avec un Meunier comme ça. Ça, c'est déjà fait. Entre guillemets, c'est pour ça que voilà, je voulais pas que ça tire trop sur Meunier dans le sens où Meunier, on sait qu'il peut te coûter. Mais par exemple, si le péno il est pas sifflé, Meunier en fait il te coûte pas grand chose hier. En gros, c'est juste là c'était juste pour finir là-dessus. Mais pour Bah, moi, Meunier, il te coûte le deuxième but. ouais, mais le deuxième but il est peut-être pas là s'il y a pas le péno. C'est ça que je veux dire. C'est que ça se trouve justement peut-être que s'il y a pas le péno qui est sifflé, Meunier au final te coûte peut-être pas grand chose. Voilà, c'était juste une petite supposition, mais avec des si comme on l'a dit, on refait le monde. Pour moi, Ouais. vraiment, si en dehors de la faute d'équipe, je devais en sortir un vraiment, c'est comme on l'a dit, c'est Haraldson pour moi, et la rentrée d'Akpom, qui doit apporter plus que ce qu'il a fait.
Ça, après, voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, voilà, je viens conclure. David, j'ai été dur avec lui et je resterai sur mon avis parce que j'aime énormément ce joueur et je sais qu'il pouvait faire mieux. Peut-être pas extrêmement mieux, mais il aurait pu faire mieux. Voilà. Et du coup, je vais parler de Genesio parce que pour moi, et c'est pour ça que je reviens sur André, mais André, tu vois, pareil, je le reproche juste une action, hein. Parce qu'en fait, oui, il a allumé en début de match, mais moi j'aurais voulu qu'ils allument dans les 10 dernières minutes parce qu'on en parlait avec Joe. Enfin, dans les 10 dernières minutes, le nombre de fois où la défense de Dortmund, elle est dans la surface. Le ballon, il arrive plein axe. T'es un milieu, t'es tout seul, tu dois la tenter. Et là, c'est pas que André, hein, c'est surtout les autres même que j'ai en tête. C'est plus les autres que André, puisque André, tu l'as très bien souligné, il en a tenté une en début de match. Il a failli en retenter une après. Mais dans le dernier quart, il en allume qu'une seule, André, pour moi. Et il doit en allumer deux ou trois. Voilà. C'est ça que. Mais c'est pas André, hein. C'est je reproche aux Lillois de ne pas avoir tiré. Ça, je sais pas après du stade ce que ça donnait. Mais je vais d'abord dire Genesio. Après, je te laisserai peut-être l'avis là-dessus sur le dernier quart d'heure, justement, en question. Moi, pour moi, l'erreur, elle est de pas tenter des frappes de loin pour justement faire sortir cette défense. Parce qu'en faisant ça, justement, là, t'aurais pu permettre à David d'être dans des situations encore meilleures que les situations dans lesquelles il a été. Et ensuite, Genesio, enfin, moi, j'ai pas vu le Genesio qu'on connaît habituellement. Ah, il y a eu un but de la Roma, tenez aussi au passage, il y a 3-1. Voilà. Mais du coup, en fait, pour moi, l'erreur, oui, comme tu l'as dit, alors moi, ça reste l'ouverture du score, parce que malgré la chose, malgré la compo dont tu parlais, moi, c'est surtout que Genesio, dans ses choix, habituellement, il nous a habitués à mieux. Enfin, on en a parlé, habituellement, il prend des risques. Il prend des risques. Pour moi, après le péno, juste après le péno, tu dois prendre un risque. Tu dois le prendre le risque de tenter quelque chose, en fait. À ce moment-là, tu dois faire jouer ce que tu sais faire jouer. Il l'a pas fait. Je sais pas après du coup, moi je vais peut-être plus revenir sur le dernier quart d'heure avec les frappes. Là, je sais pas ce que vous ça a donné du stade, mais ouais, pour moi c'était frustrant de pas voir les Lillois tirer. Ouais, pardon. Pardon. Ouais, Il y a non, la mais je suis qualif. d'accord. La qualif, c'est bon, c'est fait pour Bilbao. Ouais, je suis d'accord parce que, en fait, Lille a été en souffrance vraiment sur la seconde mi-temps jusqu'à la, allez, 75e à peu près. Oui, Et effectivement, Lille aurait peut-être dû plus tenter. Et Lille, à la fin du match, on le voit, Alexandro, quand il a le ballon, il essaye principalement d'écarter. Il essaye de trouver Pardo d'un côté, Sarawi de l'autre. Ils essayent vraiment de dédoubler. Sauf que ça, c'est quelque chose que tu fais quand tu as le temps. Et quand t'as hmm, plus le temps, ouais, il faut peut-être plus penser à bourriner, à essayer d'aller chercher des corners ou autre. Mais je sais pas si ça aurait apporté tant que ça parce que Lille est mauvais sur corner. Les corners ne montent jamais au-dessus du premier poteau, c'est un peu chiant. oui, Mais ouais, ça aurait peut-être pu apporter un peu plus de danger. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ça aurait pu permettre à David d'avoir un second ballon. c'est ça. Un second ballon où il est très fort, on sait qu'il se place bien, il est capable de mettre son pied au bon endroit au bon moment. Donc ouais, c'est un peu dommage. Maintenant, ils se sont laissés submerger par la pression. Oui, C'était un match historique pour le club. Le stade a essayé de pousser, c'est vrai, dans les 10 dernières minutes. Je pense qu'il y avait trop de pression, les joueurs n'en pouvaient plus, ils étaient cramés. Et ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. hmm, Euh, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Maintenant, félicitations à Dortmund. bien Je sûr. m'attendais pas à avoir une équipe qui a autant de mal en championnat revenir en forme comme ça en Ligue des Champions. Maintenant, attention à eux parce que bah, c'est pas Lille la prochaine étape, ça va être un peu plus compliqué. Bien Et sûr. bah, pour finir sur ça, je pense que Barcelone va les taper bien sévèrement parce que même si Dortmund hier a fait un match correct, je ne les vois pas du tout au niveau du Barça. Oui, Mais voilà. je suis d'accord avec toi. Je vois Barcelone les sortir assez sereinement. Alors attention peut-être au match aller qui peut déterminer beaucoup de choses. Parce que si Dortmund arrive à surprendre, là tout sera possible. Mais au vu de ce qu'on a des deux équipes, oui, je pense que Barcelone sera au-dessus. Et pour conclure, en fait, ouais, c'est ça. Voilà pourquoi aussi, des fois, je suis dur avec certains joueurs. C'est que malheureusement, il y a des joueurs qui ne se retrouvent pas dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de ça, t'es pas à l'abri que sur une frappe de 30 mètres, t'es une frappe du futur qui sorte aussi. Enfin, c'est déjà arrivé, on en a vu. T'es pas à l'abri du miracle. On est en Ligue des Champions. Les miracles, c'est fait pour cette compétition. Donc voilà un peu aussi pourquoi j'ai reproché beaucoup à Lille de ne pas tirer. Parce que c'est dans ces moments-là que tu dois tenter un miracle. C'est fait pour. C'est le temps est là pour ça. Donc voilà. Je pense que si on peut finir, ouais, je pense que. Et ça, on est tous d'accord. Et c'est peut-être pour ça que je suis même plus dur avec les Lillois qu'avec les Reds dont on va parler juste après. Parce qu'en fait, pour moi, t'as beaucoup plus.
d'espoir là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai été très dur avec les Lillois et avec les joueurs lillois, parce qu'en fait, je les voyais passer. Je les voyais qualifiés. Moi, honnêtement, je les voyais. Et c'est ça qui me frustre encore plus. Tu vois, à la différence, donc là, on va basculer maintenant, à la différence de Liverpool, où en fait, je voyais les deux équipes se qualifier. C'est-à-dire que j'ai dû faire un choix, et forcément, quand tu vois deux équipes, tu choisis celle avec le cœur. Donc, moi, quand on m'a demandé de faire mon prono, forcément, j'ai dit Liverpool, mais tous ceux qui ont été là sur les lives précédents se rappellent que j'ai annoncé que le vainqueur de Paris-Liverpool serait le vainqueur final. Et que comme bisous Chimo, on t'embrasse, de toute façon, on se voit dans 2 jours. Voilà. Mais du coup, moi, j'avais déjà annoncé que le vainqueur serait celui-là. Maintenant, moi, j'ai fait le choix du cœur, mais comme je l'avais annoncé dès le début, les deux équipes pouvaient passer. Donc, je vais te laisser commencer là-dessus pour que je puisse donner mon avis vraiment sur la double confrontation, un peu comme on l'a fait avec Lille, pour que tu puisses donner ton avis extérieur. Mais voilà, en gros, moi, pour être très très honnête, euh, peu importe qui serait passé, ça ne m'aurait pas surpris. Ouais, bah c'était un peu la confrontation All-Star de ces huitièmes de finale. On avait pour moi deux des équipes qui ont le potentiel d'aller jusqu'au bout. Voilà, le destin a fait que c'est Paris qui est passé. Beaucoup de choses à dire, je pense, mais avant tout, moi je tiens à mettre un gros plus sur ce que Luis Enrique a réussi à faire du collectif parisien. Parce que on a vu une équipe, c'est vraiment le mot. On a vu une équipe parisienne solide qui est formée non pas seulement d'individualité, mais d'un ensemble de joueurs qui dédoublent ensemble, qui travaillent les uns pour les autres, qui ne rechignent pas à l'effort, que ce soit de la défense jusqu'à l'attaque, tout le monde s'est donné. On peut souligner certains joueurs, hein. Dembélé a été fantastique. Bien sûr. Pacho, pardon, a été incroyable. J'ai dit Nacho parce que je pensais à Donnarumma. Donnarumma sur le match retour, exceptionnel. Pourtant, Dieu sait que je déteste ce joueur depuis son départ de Milan, mais il a été impérial. Au milieu, on a du Vitinha, enfin, on a des mecs qui ont été incroyables. Même Désiré Doué. Désiré Doué a sorti un match retour, mais de Son folie. entrée, Enfin, son entrée est excellente. son entrée a été vraiment ouais, décisive. Il a tellement pesé sur la défense. Et de l'autre côté, bah, en fait, si je dois dire quelque chose, Paris a gagné. Au final, certes, Paris a gagné, mais pour moi, c'est plus Liverpool qui a perdu. Et je vais m'expliquer. On n'a pas eu le Liverpool qu'on aurait pu avoir. Pour moi, on n'a pas eu un Liverpool à son meilleur niveau. Et on a eu un Liverpool qui, effectivement, a peut-être eu un peu trop peur de Paris. On a rarement vu Liverpool avoir peur de ses adversaires. Et pourtant, eh ben, on a vu que ouais, ils étaient un peu tétanisés à certains moments, à l'image de Mohamed Salah, qui n'a pas forcément été à son niveau. Je pense que tu pourras le dire. Il n'a pas été au niveau auquel on l'attendait sur la double confrontation. On a senti parfois les défenseurs un peu dépassés. Je pense à bah, Konaté, qui est un joueur que j'adore, un défenseur exceptionnel, qui, à de multiples reprises, effectivement, avait un peu de retard sur les attaquants adverses. Donc, ouais, c'est tout un ensemble de choses qui ont fait que Paris sont passés. Maintenant, c'est Liverpool n'a pas forcément à rougir parce que certes, ils sont pas passés, mais ils sont vraiment tombés sur une équipe solide qui, pour moi, est désormais le grand favori de cette compétition. Oui. Et, et ouais, c'était une belle double confrontation à voir en tant que fan de football. Je pense que pour tout fan de Paris ou tout fan de Liverpool, ça devait être étouffant à vivre. Mais moi, perso, en étant neutre, j'ai vécu ces deux matchs exceptionnels avec des yeux de gamin parce que c'est le football qu'on veut voir en fait. C'est un football sans calcul. C'est un football où les grands joueurs montrent ce qu'ils sont capables de faire, où il y a de la magie, où il y a des superbes actions. Et effectivement, on a pour moi eu la double confrontation de la compétition et je ne sais pas si on retrouvera des matchs à aussi haut niveau jusqu'à la finale. C'est triste, mais ça avait une allure de finale en fait. C'est con de se dire qu'elle est tombée dès les huitièmes. Du coup, je vais enchaîner. Alors, juste, je vais revenir sur un truc. On dit que Salah a perdu son BO sur cette double confrontation en faisant rentrer des meilleurs de la course. Alors, oui et non. Parce qu'il ne faut pas oublier que Rodri remporte le ballon d'or. Alors, certes, il y avait l'Espagne, mais Rodri remporte son ballon d'or alors qu'il est sorti en huitième de Ligue des Champions. Parce que
Moi, je vais le charrier, hein, je vais être le premier. Là, moi, je l'appelle même pas Mo Salah, je l'appelle Mo Salad. Voilà. Honnêtement, moi, par contre, je veux pas dire qu'il a perdu son BO. Par contre, il s'est compliqué la tâche pour l'obtenir. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu me demandes de faire le classement. Si Paris va au bout, Dembélé, il le prend. Mais ça, il n'y a pas de débat parce que Dembélé sera champion de France. Donc, pour moi, c'est là. Mais Mohamed Salah ne l'a pas perdu parce qu'il ne faut pas. En fait, je vois beaucoup de gens lui cracher dessus pour 2 matchs, mais oublier tout ce qu'il a fait. Parce que ça nous dit qu'il n'est pas présent dans les grands matchs, tous les gros matchs de Première Ligue. Mais demandez aux supporters de United, d'Arsenal, de Tottenham, de City, si Salah il répond pas présent dans les grands matchs. Salah a les meilleures stats possibles contre tout le top 6 anglais. Je sais pas si on se rend compte de la stat. Le mec est meilleur buteur, meilleur passeur, et même si on lui retirait les pénalties, il serait top 3 meilleur buteur de Première Ligue. Donc, juste là, c'est pour être sur le cas Salah vraiment purement. Voilà, on peut charrier Salah, et il n'y a pas de souci, je suis le premier à faire les jeux de mots. Maintenant, plus attendu contre Paris Ipswich que contre Ipswich. Ouais, mais il était aussi attendu contre City, il a répondu présent. Donc c'est pour ça que, oui, je suis d'accord, il s'est grandement compliqué la tâche. Maintenant, ça dépendra juste de Dembélé. Pour moi, celui qui va lui enlever son ballon d'or, c'est Dembélé. Et pour moi, du coup, comme Paris va remporter avec des champions, Dembélé aura le ballon d'or. Et c'est ce que j'attends, parce que voir Dembélé soulever le ballon d'or, c'est une chose que j'attends depuis des années. Ça fait des années qu'avec ce talent, je n'attends qu'une chose, c'est que Dembélé puisse enfin être reconnu à sa juste valeur. Et je pense que c'est l'année où il va pouvoir le faire. Darwin, ça serait tirer sur l'ambulance de lui tirer dessus, parce que je vais rejoindre Paolo. Alors, je serais peut-être un peu plus nuancé sur le fait d'avoir eu peur, parce que pour moi, c'est pas de la peur, c'est de la surconfiance. Ils ont peut-être trop respecté Paris. Je vais y venir. Alors, m'en fous, Mané est meilleur, je suis d'accord. Pour moi, footballistiquement, j'ai toujours préféré Mané à Salah. Par contre, on peut reconnaître que voilà, Salah, ça reste un excellent joueur et le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue, par exemple. Mais voilà. Du coup, en fait, pour moi, ouais, il y a eu trop de respect de la part de Liverpool. Un peu trop, un poil trop. J'aurais voulu, et surtout un peu moins de surconfiance. En fait, je vais dire, cette élimination, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à ce Liverpool-là. Parce qu'on sait qu'on va potentiellement rentrer dans une phase de reconstruction, entre guillemets. C'est la première année de Slot. Et en fait, comme ça se joue aussitôt contre une grosse équipe, pour moi, Slot vient de vivre ce qu'a vécu Enrique l'année dernière contre Dortmund. Je m'explique. Il est en train de construire son effectif. Parce que pour rappel de tous, Liverpool au début de saison, et moi le premier, j'étais parti dans l'optique d'une saison blanche. J'attendais rien de plus, hormis les débuts de Slot et de voir ce qu'il était capable de faire, j'en attendais pas énormément. Pour moi, Slot est en train de faire avec Liverpool ce que, alors, c'est pas les mêmes styles de jeu, mais ce que Enrique en termes d'équipe et de collectif a commencé à construire avec Paris. Je te laisserai en reparler un petit peu après, une fois que j'aurai fini de débriefer ce match, et me dire ton avis là-dessus. Mais pour moi, Slot se retrouve face aux mêmes limites qu'Enrique a eu la saison dernière. Pour moi, sortir maintenant, c'est un échec, parce que c'est tôt dans la compétition. Mais sortir contre le PSG, c'est pas un échec. C'est là où j'apporte la nuance. C'est surtout sortir contre ce PSG. C'est pas le PSG, c'est vraiment ce PSG. Voilà, Parce que, on le rappelle, ça se termine au tir au but et tu tombes face au meilleur gardien du monde dans cet exercice. Donnarumma, c'est 6 séances de tir au but, 5 séances gagnées. c'est ça. Et du coup, C'est énorme. par rapport à ça, tu vois, je vais juste en profiter avant de. Enfin, je vais d'abord parler du match et ensuite parler de la déclaration de Luis Enrique. Enfin, Enrique a superbement bien préparé cette double confrontation et on va y venir. Le mythe Anfield, malheureusement, s'est éteint depuis le Covid. Voilà. J'en avais parlé un peu en me disant que Anfield, parce que Anfield, malgré tout, joue sur certaines équipes. Mais quand tu viens avec un collectif aussi fort, l'atmosphère et pas l'ambiance, l'atmosphère d'Anfield ne jouera pas sur toi. Et donc, malheureusement, si l'atmosphère d'Anfield ne joue pas sur toi, ben, comme l'ambiance n'est plus au rendez-vous depuis le Covid, pour moi, c'est mon point de vue en tant que supporter, comme l'ambiance n'est plus au rendez-vous, ben, l'atmosphère ne pourra pas revenir après. Quand tu as une ambiance au rendez-vous, si l'atmosphère ne met pas un premier coup, l'ambiance peut mettre un coup. Là, c'est plus le cas. Donc, comme Paris est arrivé tellement serein collectivement, l'atmosphère ne leur a rien fait. Pourtant, on a entendu des grandes légendes en te parler de l'atmosphère qui est Anfield. Là, ça leur a rien fait. Donc, si l'ambiance, elle suit pas derrière, t'es foutu. Voilà. Maintenant, tu sors du match aller où t'arrives à gagner 1-0, alors que tu te fais bouffer, pour moi, tu dois passer. Là, on va parler objectivement. N'importe quelle équipe
de ce calibre se doit de se qualifier. Tu parlais de la double confrontation qui est perdue par Liverpool. Moi, je vais malgré tout donner le crédit un peu, même si tu l'as déjà donné, hein, je vais vraiment donner le crédit de cette victoire à Paris. Parce que oui, Liverpool le perd, mais il y a aussi un fait de jeu que beaucoup oublient, et j'en ai parlé après la phase aller. Désolé, mais le meilleur défenseur de Liverpool sur cette double confrontation, contrairement à ce que beaucoup pensaient, j'en avais parlé, c'est Trent Alexander-Arnold. Mm. Il est le meilleur défenseur des Reds. Et sa sortie sur blessure te coûte ce match. Même si mon prono était que l'équipe qui marquerait en premier se qualifierait, je l'avais annoncé, preuve en est, Paris a marqué en premier au retour, Paris s'est qualifié. Tous ceux qui étaient présents jeudi, vous pouvez en témoigner, ceux qui sont encore dans le chat, vous pouvez en témoigner. Jeudi dernier, j'avais annoncé que la première équipe qui marquerait se qualifierait et Timo avait dit que c'était couillu de ma part. Mais pour en revenir, ouais, pour moi, certes Liverpool le perd, mais je donne énormément de crédit à Paris parce que je tiens à dire, voilà, comme il l'a dit Rémi, c'est quand Arnold sort, et c'est ça qui est bizarre, qui est paradoxal par rapport à tout ce que le monde dit d'Arnold. C'est quand Arnold sort que Paris se remet à dominer. J'en ai discuté avec des collègues au boulot, des collègues et amis. En fait, il y a eu 3 matchs. Il y a eu le match aller dominé par Paris, le match retour où je donne, entre guillemets, un peu plus de crédit à Liverpool, et je mets légèrement Liverpool devant, mais pas autant que Paris l'a été à l'aller. Mais je le donne à Liverpool, et la prolongation. Et la prolongation et les tirs au but, c'est donné à Paris tous les jours. Donc si je suis objectif, je suis content parce que malgré tout, la meilleure équipe a gagné. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, en tant que supporter, je me dis, c'est un grand mal pour un bien. Parce que Slot sait sur quoi il doit travailler. C'est sur quel joueur il peut s'appuyer. Et maintenant, je vais juste parler de Paris, parce que ça y est, j'ai suffisamment parlé de Liverpool. Vous n'aurez pas les clips que vous attendiez, vous ne me verrez pas insulter les gens. Si ce n'est que... comment parler de Curtis Jones et de Darwin Nunez. Curtis Jones, ça me fait chier. Parce que c'est un joueur que j'aurais préféré voir performer. Parce que Curtis Jones, je ne l'ai pas vu aussi mauvais sur toute la saison en fait. Donc voilà déjà. Et Nunez, moi ça fait un moment que j'essaye de lui redonner espoir, de m'attendre un peu de sa part. Mais en fait non. Et Jota absent. Et Salah, ouais, il déçoit, mais en même temps, est-ce que je peux lui en vouloir au vu de la saison en tant que supporter? Non, absolument pas. Maintenant, on va parler de Paris. Pour moi, tout le monde parle des milieux et des attaquants. Et on parle de Donnarumma, oui, parce que sur le match retour, c'est Donnarumma. Mais par contre, s'il y avait des trophées d'hommes de confrontation, il y a un joueur. Voilà. Tu le sais, tu connais, je pense que tu connais mon football. Tu sais ce que j'aime. Pacho. Pacho. En fait, ce joueur me choque à de nombreux égards parce que il est capable de tout. C'est-à-dire que quand il faut mettre de l'impact physique, le mec se transforme en Yapstam ou en Vidic. Quand il faut être dans la finesse, il est capable d'être comme un Nesta. Le mec, il a une qualité de relance, genre vraiment incroyable. Il est complet. Vraiment, ce défenseur est ultra complet. Et pareil, ça en parle en commentaire, Nuno Mendes. Désolé, mais ce qu'il a fait à Mohamed Salah. Mais ce qu'il a fait à Mohamed Salah, Nuno Mendes. Et encore, parce que... Son augmentation, il l'a mérité. Hein. Oui, oui, mais je trouve qu'on tire beaucoup sur Salah. Mais en vrai, Salah, il est pas loin d'être le héros du match sur le retour. Parce que ça reste des sauvetages très... On va dire que le vrai gros match étouffant de Nuno, c'est l'aller. Le retour, il est solide. En fait, le retour, il n'a pas été étouffant. Parce que Salah a quand même eu ses petites occasions. Mais par contre, c'est que même sans être là, même sans être étouffant, par contre, il a été solide. Parce que, justement, il a été capable de venir contrer Salah malgré le fait qu'il soit passé. De revenir défensivement, un peu comme ce qu'a fait Arnold à chaque fois sur cette double confrontation. Pour moi, c'est les deux mêmes, sauf qu'il y en a un qui du coup s'est qualifié et a été meilleur, entre guillemets. Pour moi, tu vois, c'est deux défenseurs où tu t'attends pas à ce qu'ils soient, entre guillemets, aussi forts. En ce moment, je parle, c'est des défenseurs où en fait tu connais leur qualité offensive. Mais c'est des défenseurs qui sur cette double confrontation, ont su répondre présent. Mais Nuno Mendes, pourquoi je le mets pas au niveau de Pacho? Le but à l'aile. Voilà. Du coup, pour revenir, Pacho, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'aime Konaté. Du coup, vous allez savoir à quel point j'aime Pacho. Moi, je vois
là, Pacho, je vois le Konaté que j'ai eu au début à Liverpool. C'est-à-dire le mec qui arrive dans une grosse équipe, qui a de l'insouciance et qui est trop fort. Honnêtement, c'était fou. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi, il me rappelle énormément Konaté, et c'est pour ça que là, je ne souhaite qu'une chose, c'est que Paris aille au bout. Il y a trop de joueurs que j'apprécie dans cette équipe parisienne. Mes frères parisiens, vous avez suffisamment souffert en Ligue des Champions. Pour moi, c'est votre heure. Si avec cette équipe de Paris, tu vas pas la gagner, je sais pas quand est-ce que tu vas la gagner. Ben, sincèrement, moi, il y a un truc par rapport à Pacho, et j'ai pas peur de le dire. Paris a très bien mangé défensivement avec Marquinhos durant une dizaine d'années. Ben là, je pense que la relève, elle est toute trouvée. Oui, Si Pacho ne part pas, s'il n'y a pas d'offres gargantuesques sur la table ou autre, et s'il aime Paris autant qu'un Marquinhos peut aimer Paris, ils sont tranquilles pendant un long moment parce mais que le mec est je super vais, solide. je vais même te compléter. Offre, mais même n'importe quelle offre, à n'importe quelle offre, actuellement, je refuse de laisser partir Pacho. Si tu es Oui, mais Paris, imagine si Pacho ne se plaît pas à Paris, non, on va dire, j'en sais rien, il y a un truc qui le dérange et qu'il a envie de partir. Au bout d'un moment, tu peux pas aller contre les désirs de tes joueurs. bien sûr. Ce que je veux dire, c'est dans le Mais sens si où, oui, en tant que dirigeant, tu le laisses pas partir, hein. si, voilà, c'est plus dans le sens où s'il n'a pas de raison de partir, Pacho, t'as pas besoin. Et Marquis, qu'on a souvent critiqué sur les gros matchs, quand il a un défenseur à ce niveau-là, Marquis il est monstrueux. En fait, Marquis lui a Ouais. souvent manqué. La preuve, quand Paris est allé loin, c'était Marquis Thiago Silva. À chaque fois, ça a toujours été avec quelqu'un de solide à ses côtés. Dès qu'il lui manque ce mec solide avec lui, il sera pas aussi solide. Et c'est normal. T'es défenseur central, t'es pas tout seul. T'es à deux minimum. Donc il Mm. faut que vous soyez deux à répondre présent. Et là, il a trouvé celui qu'il lui faut. Donc tu vois, on parlait de Liverpool qui a perdu cette confrontation. Oui, mais moi j'ai surtout envie, tu vois, à l'inverse de toi, je vais plus souligner le pari qu'il la gagne. Parce que c'était exactement les doutes dont j'avais parlé et pourquoi en plus du cœur j'avais mis Liverpool, c'est qu'ils ont balayé tous mes doutes. Un pari comme ça, tu vas au bout. Oui, j'ai lu tout à l'heure, c'est Paris de sortir contre Aston Villa. Oui, mais il y a autre chose. On a dit, c'était Paris de se chier dessus sur ce genre de match à la base. Paris ne s'est pas chié dessus. Vous n'êtes pas prêts. Et moi, je le dis, je suis même pas supporter parisien. Sachez que les Parisiens, je pense que je suis plus confiant que vous pour la victoire finale. Je pense que je suis encore plus confiant que vous pour la victoire finale. Parce que pour moi, tu sors de ce huitième-là. Mentalement, ça prouve que tu as passé un cap. Oui, c'est peut-être qu'un huitième. Mais c'est pas n'importe quel huitième. Comme on l'a dit, c'était le huitième. Ouais. Ouais, non, mais clairement, et bah voilà, après, j'aimerais mettre un dernier mot vraiment juste sur la perf de Donnarumma. Il y a beaucoup de, on va dire, de rumeurs euh, sur une potentielle signature de Chevalier à Paris, Mm. sur le fait que Donnarumma, il va peut-être prendre la porte à Paris. Alors, Donnarumma, je le connais. Je le connais très bien, mes amis parisiens. Depuis ses 16 ans, malheureusement, je sais quel type de joueur c'est. Le problème avec Donnarumma, c'est que si ces rumeurs continuent à exister, vous allez le perdre. Donnarumma est un très grand joueur. Mentalement, c'est un joueur qui est capable d'être parmi les meilleurs. Il est capable de tout vous donner. Par contre, si vous avez perdu l'homme, vous avez perdu le joueur. Oui, Donc, il faut faire attention avec les rumeurs parce qu'actuellement, oui, il peut faire des bourdes, mais actuellement, Donnarumma, ça reste un top 3, top 5 gardien mondial. Et il faut pas non plus tout de suite l'enterrer, parce que ce mec, faut pas oublier qu'il est capable de vous faire gagner un match. Il y a très peu de gardiens qui peuvent vous faire gagner un match, et Donnarumma fait partie de cette caste-là. c'est ça. Donc il faut faire en sorte, au moins jusqu'à la fin de saison, peu importe ce qui se passe à la fin de saison, il faut faire en sorte de ne pas perdre l'homme pour que le joueur reste à son meilleur niveau. C'est ce qui s'est passé à Milan. Milan a perdu Donnarumma dès qu'il a commencé à avoir trop de rumeurs et que les embrouilles avec Mino Raiola ont explosé. Oui. À partir de là, on a perdu l'homme et quand on a perdu l'homme, on a perdu le joueur. Et bizarrement, il est arrivé à Paris, il a retrouvé son meilleur niveau. Et les Parisiens ne peuvent pas dire le contraire. Dès sa première année, Donnarumma était incroyable à Paris. Ils ont découvert un gardien qui, sur sa ligne, est exceptionnel, qui a peut-être quelques défauts au jeu de pied, mais à côté de ça, ça reste un gardien exceptionnel sur sa ligne. Donc, faut faire en sorte de le garder en confiance jusqu'à la fin de la saison, peu importe ce qui se passe par la suite. Et bah là, franchement, vous pouvez le remercier sur cette confrontation. Je
vais Ce même... qu'il a fait là, rentrer dans le crâne des joueurs de Liverpool sur la séance de penalty, c'est incroyable. C'est trop fort. Je vais même partir. Oui, oui, alors je suis d'accord, tu dois pas faire partir Navas pour Donnarumma, mais en même temps, je suis pas d'accord parce que tu dois préparer l'avenir. Donnarumma, moi, contrairement à vous tous, c'est un gardien que j'apprécie énormément. Parce qu'en fait, il me rappelle sur beaucoup de points Alisson. Alisson, Dieu sait à quel point je l'ai critiqué. Vous le savez même vous tous. Il a été critiquable, critiqué. Et honnêtement, sur cette double confrontation, on a eu des gardiens d'anthologie. On a eu Alisson, parce que même au retour, hein, Alisson, c'est parce qu'il parle pas avec sa défense, mais le reste du match, il te sort tout. Il te ressort tout encore. C'est, en fait, on a eu deux gardiens de fou. Les gardiens, en fait, c'est les gardiens qui ont fait gagner leurs équipes sur les deux matchs. Chacun a fait gagner son match. Il y en a un qui a fait gagner un match peut-être plus important que l'autre, oui, normal. Mais en fait, Donnarumma, c'est comme Alisson. Voilà pourquoi je veux absolument faire ce parallèle. Et c'est pour ça qu'il a raison. Il ne faut pas que les spectateurs, les supporters le lâchent et qu'ils perdent l'homme. Parce que pour moi, Donnarumma, c'est Alisson. C'est des gardiens. S'ils sont en confiance, c'est les deux meilleurs, actuellement. S'ils sont en Mais confiance, clairement, il n'y a pas meilleur que les deux, honnêtement. qui aurait Maintenant, donné, sincèrement, qui aurait donné, je vais reparler de l'Euro 2021, qui aurait donné l'Italie vainqueur de l'Euro 2021? On peut me parler de Chiesa parce que les gens aiment énormément encenser les attaquants, mais l'Euro 2021, c'est Donnarumma et personne d'autre. Oui, Chiesa a fait le taf offensivement, mais ce que Donnarumma fait, on oublie trop l'importance d'un gardien. c'est ça, Et si t'as pas de gardien, tu vas nulle part. Donc, faut absolument le c'est garder sûr. en confiance. C'est trop important. Après, il y a Safonov derrière, hein. Safonov est pas mauvais. Mais dans les gros matchs, quand il va falloir sortir les performances qui marquent l'histoire, c'est sur Donnarumma Mais, qu'il faudra et, compter. et tu vois, c'est là où je le dis objectivement aujourd'hui. Pour moi, si je dois classer les gardiens, les deux meilleurs gardiens actuellement, je me trompe peut-être parce que j'en oublie peut-être certains, mais c'est Alisson et Donnarumma. Pour moi, ce sont les deux meilleurs gardiens actuels. J'ai du mal à voir quelqu'un. Non, si, pardon. Il y en a un troisième. Pour moi, ça se joue entre les trois et tu vas être très content parce que pour moi, Lucas Chevalier, il est à leur niveau. Ça, c'est mon point de vue personnel. Pour moi, voilà Si tu m'avais le si top tu 3 m'avais dit gardiens ça actuels. au mois d'octobre, j'aurais dit oui. Bon, vu le match d'hier, je peux dire oui, mais il y a quand même eu un petit coup de mou sur ces derniers mois, Lucas Chevalier. Oui, Mais oui, il va finir par être dans le top 3 top 5 des meilleurs en gardiens, ça, fait, il n'y a aucun Courtois, c'est fort, souci. mais pour moi, c'est pas. En fait, Courtois, c'est plus régulier. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est Oublie oui, pas bah bien Lucas sûr, mais Perry. Lucas Perry, Sans oui, oui, mais mauvais. Lucas Perry, pour moi, c'est un mec qui peut devenir un top gardien quand on voit ce qu'il propose en ce moment. Mais oui, voilà, je pense que tu vois, aujourd'hui, si je fais mon top, parce que oui, j'y ai le coup de mou, et c'est pour ça que je l'ai pas mis vraiment Lucas Chevalier, je mettrais Alisson et Donnarumma, et ensuite Lucas Chevalier et Courtois. Pour moi, voilà les gardiens, et pour moi, tu me dis que le meilleur gardien du monde, c'est un autre que ces quatre-là, je- on va être vulgaire, je te pisse dessus. Voilà. Pour moi, tu ne peux pas me sortir un autre gardien que ces quatre-là. Tu me dis n'importe J'ai le lequel des droit, quatre. j'ai le droit de me faire insulter et d'en ajouter un dans le débat. Attention, vas-y. Je suis désolé, mais Martinez, tu peux pas le retirer comme ça. Oh, Ah, mais, je suis oh. désolé, mais. Ouais, non, mais c'est dur à dire. Peut-être pas dans les deux trois premiers, mais il rentre dans le top 5, hein. Ah, voilà. Non Et mais alors, Martinez, cinquième oui. Cinquième oui, je suis d'accord. Maintenant, comme lui dit Rémi, dans ce cas-là, il y en a un qui toque à la porte avec lui pour le top 5. Ah oui, bah dans ce cas-là, tu peux rajouter Oblak, tu peux rajouter Maignan, tu peux même limite rajouter Yann Sommer alors qu'il a 48 ans. Tu vois? C'est pour ça que je dis ça. Mais oui, je l'entends. Mais par contre, pour moi, les quatre premiers, c'est ceux qu'on a cités avant Martinez. Parce que c'est ceux qui sont capables de te faire gagner. Et tous les. Je viens de voir le commentaire, je suis mort. Mais du coup, voilà. En vrai, maintenant, on va peut-être un peu plus parler de la suite de la compétition. Je pense que voilà, Ouais. vous n'avez pas eu. Alors si, allez, vous savez quoi, juste pour vous faire plaisir, si vous voulez, je vais juste faire mes petits crachats sur les rapidement sur les deux trois Reds que j'ai pas trop apprécié. Van Dyke, désolé, t'es pas au niveau, mon pote. T'as pas été au niveau sur la double confrontation. Robertson, j'en parlerai pas. Ça y est, pour moi, il a 45 ans. C'est triste. J'aime énormément. J'ai beaucoup aimé ce joueur. C'est une équipe avec laquelle j'ai vécu des moments magnifiques en tant que supporter. Le titre, la Ligue des Champions et tout. Mais Robertson, ça y est. Moi, je suis désolé, hein, mais j'attends qu'une chose. Même si Tsimikas, il est plus en dedans, pour moi, Tsimikas, il aurait dû jouer. Après, c'est mon point de vue. Je suis pas dans le vestiaire. Je suis pas aux entraînements. Je sais pas ce qui se passe. De l'autre côté, Arnold, rien à dire. Ce qui me frustre un peu, c'est qu'on n'ait pas pu, même si Kwanzaa fait une entrée magnifique, d'ailleurs un poteau,
Il aurait pu être plus chanceux. Voilà, Donnarumma, il a eu la baraka aussi, il faut pas l'oublier, hein, à la différence d'Alisson. Et pour moi, c'est là que j'ai compris que le PSG était qualifié. Parce qu'à la différence d'Alisson qui a tout sorti lui-même, Donnarumma, il a eu l'aide de ses poteaux. Et ça, c'est toujours comme ça que ça se passe pour un gardien qui se qualifie. Maintenant, quand ça touche le poteau, je peux rien lui dire. Mais j'avoue que j'aurais préféré avoir Connor Bradley sur le banc. Parce que Connor Bradley, je l'ai vu, même si c'est triste pour moi, même si c'est mon joueur préféré, qui joue actuellement dans l'un de mes clubs préférés, j'ai pas envie qu'il parte. Arnold, si tu pars, je te suivrai, je te soutiendrai toujours. Même si tu vas au Real, même si tu vas dans ce club de vendus, il n'y a pas de souci, je te soutiendrai. Maintenant, je suis pas inquiet, j'ai Connor Bradley derrière. Donc là, c'était frustrant de ne pas l'avoir. Au milieu de terrain, désolé, hein, à part Gravenberch, euh, et encore, je l'ai trouvé un peu en deçà de ce qu'il fait d'habitude, mais malgré tout, il peut pas faire plus. Désolé, Ah, McAllister. j'allais dire, moi, c'est McAllister qui m'a vachement déçu. McAllister, Sobo, même si Sobo, ça va. McAllister, Sobo, vous n'êtes pas au niveau, les gars, de ce que j'attends de vous. Même si Sobo a peut-être été le meilleur milieu de terrain au final, vous n'êtes pas au niveau. Gakpo, malheureusement, la blessure pour moi nous coûte très cher, surtout à l'aller. Parce que je pense qu'en contre-attaque, on aurait été plus dangereux et plus violent. Euh, Salah, Mo Salah, tout ce que tu veux. Arrête de me raconter des salades sur ce que tu m'as fait là. T'as été à chier. Voilà. Non, non, vous n'avez pas gagné du temps parce que, à l'inverse, voilà, si je dois dire, les joueurs que j'ai aimés, c'est Alisson, Arnold, Gravenberch. Voilà les trois joueurs. Tu me demandes un top 3, je te sors ces trois-là. Parce que pour moi, c'est les trois qui ont fait. Et allez, petite perf à Endo. Parce que dès qu'il rentre, moi j'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur. C'est un mec, quand tu l'as sur le banc et qu'il doit rentrer, il doit te tenir un match ou doit te faire le boulot de chien, il te le fait. Tu vois, c'est un petit peu, allez, mes petites perfs. Et Elliott pour son but, mais Elliott, je l'ai trouvé en deçà, malgré tout. Ok, il a son but, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Maintenant, pour la suite de la compétition, voilà, moi je vous redonne, hein, je l'avais dit la dernière fois, l'Inter en finale et le vainqueur de PSG Liverpool en finale. Pour moi, la finale, ce sera PSG Inter. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on en a parlé. L'Inter, c'est l'antagoniste parfait pour les jeux du PSG et de Barcelone. C'est l'opposé complet. Je pense que tu me rejoindras sûrement. Pour moi, tu demandes deux styles de jeu opposés, tu sors PSG, Barça et Inter. C'est vraiment les deux opposés. Donc, voilà, honnêtement, je pense que, ouais, tu me demandes, je mets finale PSG Inter, sauf qu'ensuite, ça se joue sur un match. Donc, je mets PSG Inter et PSG vainqueur, parce que sur un match, par contre, le PSG peut taper l'Inter. Et oui, bien évidemment, j'ai envie de dire que je veux bien l'échange Isaac Nunez tous les jours. Moi, tu me mets Isaac en numéro 9 à Liverpool, je signe toute ma vie. Et oui, j'ai bien dit Tiens, ça. Le vainqueur de PSG Liverpool sera le vainqueur. Donc aujourd'hui, je dis PSG Inter et PSG qui soulève le trophée. Et pour mes Parisiens, la dernière fois qu'il y a eu une finale à Munich, c'était en 93. En 93, il y a vos ennemis marseillais qui ont soulevé le trophée. En 2025, la finale, elle sera à Munich. Le reste, ça appartient à l'histoire. tiens, un petit mot, les losers de United concèdent un penalty contre la Sociedad. Vamos! Allez, dehors, vous aussi! Pardon. Non, oublie pas, ça fait 1 à l'aller, hein, donc là, on va voir si ça rentre, mais bah, pendant le péno, moi, je vais dire mes pronos, du coup. Je vais faire différent de toi, parce que pour moi, Paris est la meilleure équipe. Pour moi, Paris est le grand favori, mais pour moi, la finale, ce sera Real Inter. Ok. Parce que je sens encore la magie noire d'Ancelotti, et je sais pas pourquoi, mais je vois bien l'Inter remporter la Ligue des Champions cette année. But de Sociedad, penalty dedans. Je sais pas, je sens bien l'Inter aller la chercher parce que c'est une équipe dont on parle pas trop. Tu sais, tout le monde a peur de l'Inter, mais personne n'en parle. Oui. Et je me dis qu'ils vont casser les pieds de tout le monde. Barça va battre Dortmund, je pense. Et derrière, le Barça va se casser la gueule contre l'Inter. Et l'Inter, on a Lautaro Martinez qui est pas trop en forme depuis le début de saison. On voit plus Marcus Thuram. Oui. Mais je sens que Lautaro Martinez va faire un massacre dans le dernier carré. Oui. Je Je suis sais pas totalement pourquoi. d'accord. J'y crois. Du coup, ouais, je vois bien un Real Inter en finale. Ça changera. C'est une finale assez inédite qu'on a peu vue. Oui. Même si c'est PSG Inter, tu me diras. Mais effectivement, je vois bien l'Inter en poil à gratter jusqu'au bout. Et un peu à l'image d'un Diego Milito en 2010. Lautaro Martinez allait soulever le trophée et l'Inter qui remonte en Serie A. L'Inter est capable d'aller faire un deuxième Tu, triplé en fait. je vois un message qui dit ça peut pas être Barça PSG, c'est pas du même côté. Tes demi-finales, Alex, elles sont pas bonnes. Ce sera PSG Real et Barça Inter. Donc ta finale Barça Ouais, Inter, tu pourras pas la voir. Maintenant, si je reviens, oui, alors je suis totalement d'accord. Si par contre, contrairement à mon prono, le PSG ne va pas en finale, pour moi le trophée il est pour l'Inter. Et voilà pourquoi moi je dis le PSG parce que tu vois la magie noire.
moi je vois le PSG. Déjà, je vois. Allez, on va être couillu, mais j'ai envie et je pense qu'Arsenal va se qualifier. Je pense qu'Arsenal va se qualifier. Donc, moi, je vois PSG Arsenal en demi-finale et je vois le PSG se venger de la phase de poule. Et donc derrière, je vois le PSG tout droit pour le trophée. C'est mon point de vue. Voilà. Et je te rejoins par contre sur le fait que si c'est pas le PSG en finale, le trophée pour moi il est pour l'Inter. Mais Ouais. tant que le PSG est là, je te dirai toujours que le trophée sera pour le PSG. Ah bah, Timo est revenu. Timo dit PSG Barça. Alors en fait, le Barça, ce qui va les tuer contre l'Inter, et je le dis d'ores et déjà, c'est que le Barça est très fort offensivement, mais l'Inter a sûrement une des, si ce n'est la meilleure défense du tournoi. Et rien que Bastoni à lui tout seul, en fait, il est capable de te shut down Oui, l'attaque du Barça. Là où Thuram et Martinez seront trop des poisons pour la défense du Barça. C'est le genre de confrontation où ça peut très bien faire un 3-2 au match aller et 4-3 au retour. oui, C'est la confrontation où il y aura 7-8 buts, mais où c'est l'Inter qui va en sortir vainqueur. c'est ça. Non, je te rejoins. Donc en fait, globalement, on est quand même plutôt d'accord. Après, toi, tu vois quand même le Real encore capable avec sa magie noire de Ouais, passer. le Real, en fait, j'aime trop dire qu'ils vont se faire taper, mais ils finissent par taper tout le monde. Donc, je préfère dire qu'ils vont aller en finale, quitte à me tromper. Et s'ils vont pas en finale, au moins, je serai heureux. Oui, bah oui, bien sûr. Et tu vois, par rapport à ce que dit Timo, pour moi, le duel, hein, Barça-Inter, ça va être le duel. Alors, j'ai envie de souligner, ça va être le duel Lautaro Martinez-Yamal. Je vais pas parler de Thuram. Pour moi, ça va vraiment être le duel Yamal. Si en tout cas c'est bien Barça-Inter en demi, pour moi, ça va jouer là-dessus. Ça va être lequel des Pour deux est moi, capable de vraiment ce marquer. sera pas ce duel-là, hein. Pour moi, le duel, ce sera surtout Pedri Barella. D'ailleurs, on n'en parle pas. Ça fait des années que moi je fais cette propagande. Toi, en tant qu'Italien, tu dois être content que je fasse cette propagande. Un peu moins en tant que supporter de l'AC Milan. Ah non, Mais mais fais la propagande Barella, c'est le joueur que je préfère dans l'histoire de l'Inter. tu vois, il faut Avec savoir. Bonucci, c'est les deux joueurs que je préfère. Pour te Donc, donner un exemple, tu vas comprendre avec mon football. Mes joueurs préférés aujourd'hui, il y en a trois du coup maintenant parce qu'il y a un nouveau qui est sorti du chapeau de Leverkusen. Ça a toujours été Arnold, Havertz et du coup aujourd'hui ouais. Wirtz. Parce que c'est des joueurs, tu comprends le football que j'aime. Tu vois aussi en tant que défenseur, j'aime énormément Pacho. Maintenant, tu sais qu'en dehors de ces joueurs-là, il y en a deux dont je fais la propagande depuis des années. Il y en a un, il joue malheureusement au Barça en ce moment et j'étais dégoûté d'apprendre ce transfert, c'est Dani Olmo. Mais celui dont je fais la propagande, mais à mort, c'est pas ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Ça fait Ah, plaisir. let's go, c'est bon ça. Cherki ou pas? Je sais pas. Alex, dis-nous le buteur, tiens. Pendant que t'es encore là et que tu me donnes le score. Je vais aller voir. Je suis sur Canal. Du coup, honnêtement, c'est Miko. Oh, let's Ah, go, Miko Tadze. Nico. Yes! Du Ah, c'est coup, bien. tu Vous avez vois, débloqué le joueur entier, c'est bon. si je dois le faire, honnêtement, ouais, bah, moi j'ai envie de dire, hein, Barella, c'est beaucoup trop fort. Et pour moi, Barella, je pense que Barella est vraiment le type de joueur capable de performer face à Pedri. Et de Ouais. faire sortir Pedri entre guillemets, je vais mettre des guillemets, en gros d'être meilleur que Pedri sur une double confrontation. Peut-être pas sur une saison entière parce que tu ne joues pas tout le temps tout le monde. Sur Mais une en double fait, si tu veux, confrontation, c'est le même type de joueur. c'est C'est ça. le même profil. C'est ça. Donc, Donc voilà. ouais. Après voilà, moi je pense qu'en tout cas on est d'accord pour dire que pour nous de l'autre côté c'est l'Inter en finale. On verra en face qui y va. Certes j'ai peut-être soi-disant porté l'œil aux Parisiens, mais pour moi je leur porte pas l'œil parce que la dernière fois que j'ai été aussi confiant pour une équipe qui soulève un trophée, vous allez être sur le cul, hein. C'était la France en 2018, 3 mois avant la compétition. Moi, mes potes du lycée, ils s'en rappellent parce que comment je les ai fait chier avec en terminale après. 3 4 mois avant la compétition, j'avais dit, vous verrez, en juillet, on va tous sauter parce qu'on va être champion du monde. J'ai jamais été aussi confiant que là pour le vainqueur du PSG Liverpool. Donc le PSG qui se qualifie comme ça, en plus avec leur niveau de jeu, franchement, je suis beaucoup trop. C'est bête, hein, peut-être, hein, mais je préfère moi être confiant en tant que non-parisien parce que vous, comme ça, vous vous porterez pas l'œil de votre côté en étant trop arrogant. Voilà. Mm. Comme ça, voilà. Est-ce que tu veux rajouter peut-être un petit truc en plus? Non, bah écoute, non. Franchement, mis à part dire qu'on a une très belle compétition cette année, que le nouveau format, il change pas trop en phase finale, mais ça a vraiment apporté quelque chose et que je suis très très content des équipes qui sont passées jusqu'ici. On a du beau football. Pour moi, les équipes les plus méritantes, dans la majorité, en dehors de l'Atlético, sont passées. Donc non, c'est cool et j'ai hâte de voir la suite.
Maintenant, ça va, il n'y a plus aucune équipe que je supporte qui est impliquée. Je vais pouvoir apprécier les matchs comme un Ouais, supporter neutre. Et des fois, ça fait du bien de regarder un match sans on, avoir de stress. on est ensemble parce que moi, la seule équipe qui reste, du coup, c'est Bilbao, mais c'est en Europa League. Donc, on est ensemble. Je vais me régaler. D'ailleurs, Bilbao, l'Europa League, j'espère de tout cœur qu'elle est pour eux parce que la finale est à la maison. Donc, Lyon, 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 voilà. Lyon. De toute façon, la demi pour moi, la demi ce sera Lyon, Lyon-Bilbao, donc on verra. Et le vainqueur de cette demi, si cette demi a bien lieu, jouera tranquillement. Mais pour moi, le vainqueur est du côté de ce côté-là, de la compétition. Il est du côté, pour moi, Lyon-Bilbao. Le vainqueur est là. Je trouve que c'est plus solide et plus fort que de l'autre côté. Voilà pour la petite aparté Il n'y a sur pas l'Europa League. photo. Mais voilà, après, tu me dis que Lyon la remporte, je te dis oui, voilà. Mais moi, j'espère de tout cœur que ce sera Bilbao. Donc oui, par contre, je te rejoins, la Ligue des Champions, on va se régaler. Là, c'est parti pour un total régal. Là, il n'y a plus Ouais. de... Il y a plus rien là. On se régale jusqu'au bout de la compète maintenant. Ouais. Maintenant, c'est que du kiff et que le meilleur gagne, hein. Voilà. Donc, écoutez, bah déjà, merci à tous parce que là, vous êtes 6. On a été 6 tout le long au minimum, mais on a surtout été pendant une grande partie 8, 9. On a même été 10, 12 à un moment. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a été 10-12 pendant une grande partie. Je trouve que vous êtes plus présents sur les jeudis que les dimanches. C'est assez fort de votre part parce on est en pleine semaine. Donc merci. Franchement, même si demain c'est le week-end demain soir, merci à vous. Voilà. Petite annonce avant que je laisse le premier mot de la fin à Paulin, avant ensuite moi de conclure. Pour la programme du fin de mois, donc vous le savez, dimanche, après notre week-end lillois, vous allez retrouver justement les deux Lillois en live. Ce sera Paulin et Timo. Vous le savez. Maintenant, vous n'étiez pas au courant de la fin du programme et du mois de mars. Donc avant que vous partiez, je vous l'annonce. Jeudi prochain, vous n'aurez aucun de nous deux, vous aurez l'autre duo, Timo Nico, qui a déjà officié à deux durant les vacances, durant les grandes vacances et durant les JO. Donc voilà, Timo Nico pour le 20. Vous nous retrouverez, nous, dimanche 23 mars, Paulin et moi. Voilà, de retour aux affaires ensemble. Ensuite, vous découvrirez un duo inédit le jeudi 27 mars, puisque vous aurez l'honneur d'avoir Paulin et Nico. Voilà, en live, ensemble. Et enfin, vous finirez le mois de mars avec le duo que pour l'instant vous avez le plus vu sur cette chaîne des derniers mois. Vous aurez Timo et moi aux commandes pour le dernier dimanche du mois, avant d'ensuite vous ouvrir sur le programme du mois d'avril. Mais ça, vous l'aurez en temps voulu. La tuture, vous inquiétez pas, c'est prévu. Avec Paulin, je pense qu'on fera en sorte d'en parler un petit peu de la Formule 1, parce que voilà, on a beaucoup. D'en parler un petit peu peut-être dimanche 23, donc une semaine après le premier Grand Prix. Voilà, ça nous laissera aussi un peu le temps de digérer toutes les infos à ce niveau-là. Donc voilà. Et puis ensuite, à partir, je vous l'annonce, peut-être à partir de la mi-avril, on commencera à inviter certains d'entre vous pour parler peut-être de vos équipes et de parler un peu des saisons. Surtout en mai, quand on fera, je pense, tu sais, la fin de saison de tout le monde. Qu'on puisse, tu sais, avoir un peu les avis sur les équipes. Donc, donc voilà, ça c'est pour vous. Mais en attendant, eh ben, on va vous dire au revoir. Et donc, Paulin, je te laisse commencer pour le mot de la fin. Ouais, bah écoutez, c'était un plaisir pour ma première. J'ai hâte des prochaines. Peu importe les sujets, hein, effectivement, s'il faut parler F1, on parlera F1. Très hâte du mois d'avril, parce qu'en grand fan de NBA, on aura les playoffs et, enfin, à mon avis, on aura droit à de superbes playoffs cette année. Du coup, merci à tous d'avoir été là pendant ce live qui a duré quand même pratiquement 2 heures. Hmm. Qui fait bien, qui fait bien la suite de la Ligue des Champions. Et puis on se retrouve bah, pour ma part avec Timo dès dimanche. Et pour tous ceux que je vois samedi, donc Rémi, toi, Matt, Timo, etc., à samedi. Et je vous souhaite une très belle soirée, une bonne nuit. Et donc, bah, parfait, tu me tends la perche magnifiquement pour les remercier aussi. Voilà, ouais, 2 heures, 2 heures. En fait, même moi, j'ai pas vu le temps passer. Je voulais qu'on fasse peut-être un peu plus court que d'habitude. Au final, on se retrouve à faire plus long que d'habitude. Voilà, c'est la beauté du live. Comme on l'a dit, c'est comme ça. On fonctionne comme ça. Donc, les gars, je vois dans le chat, vous me dites à samedi. Paulin, moi, je vais même te dire autre chose. En vrai, moi, je peux te dire À à demain. demain. Puisque nous on se voit demain. Hein. Donc voilà. Sachez que cet homme est un grand homme. Il a accepté tellement gentiment de m'accueillir pour le week-end. Donc voilà, j'en profite pendant qu'il y en a encore quelques-uns là qui sont là pour remercier cet homme.
Voilà. Merci aussi de m'avoir rejoint parce que voilà, c'est le premier live. Ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire avec toi, comme j'ai le plaisir de le faire avec vous tous. Voilà, franchement, merci. Vous êtes une superbe équipe. Euh, pour commencer un projet comme ça, je peux vraiment pas rêver mieux que vous. Donc Timo qui est dans le chat, Nico qui est pas avec nous ce soir parce qu'il pouvait pas, et toi, bah merci à vous, merci de me suivre. J'oublie absolument pas et ils seront de retour, je l'espère assez vite. Raël et Baptiste, Batrox. Voilà, Batrox notre graphiste, celui grâce à qui on en est là aussi. Raël avec qui j'ai fait mes débuts. Donc voilà, je vous remercie toute cette équipe magnifique que vous êtes. Je vous remercie du fond du cœur. Sans vous, bah je ferais pas ce projet. Sans vous, je serais pas là. Ou si je serais tout seul dans mon coin, mais ça rendrait pas pareil pour moi. Vous n'auriez pas mes avis catastrophiques. On se serait pas limite tapé dessus par rapport à Lille, entre guillemets, et les joueurs. Voilà. Donc, merci pour ça. Et puis, bah, il est temps de vous souhaiter une bonne soirée. Et puis de vous dire à samedi, à demain pour toi, Paulin. Puis voilà. Allez, ciao les gars. À la prochaine, les gars.